Salut sur Twitch et sur YouTube. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que vous portez au mieux. On se retrouve pour un nouvel hebdo jeu de société du 12 avril, au programme, donc comme à peu près à chaque hebdo, on va faire le tour un peu de l'actu jeu de société avec quelques news, pas de grosses news cette semaine, une news que j'ai zappé la semaine dernière, que j'avais mis au programme et en fait, en déroulant le conducteur, j'ai sauté au-dessus. Ensuite, on reviendra sur les parties de la semaine avec quelques découvertes et ensuite nous ferons le hors-jeu, toujours pas de jeu vidéo. Après le hors-jeu, une petite partie, alors pas pour ceux qui écouteraient en podcast, mais pour ceux qui sont sur Twitch ou ceux qui sont sur YouTube, une petite partie de Draft and Write Records, dont je vous avais parlé la semaine dernière dans mes retours de partie. Ma foi, ça fera un bon programme. Et puis voilà. Je vous propose qu'on passe à l'actu, hein, tout de suite. Let's go. Alors, l'actu, comme d'habitude, c'est dispo sur, en podcast sur le flux de Playtime, juste sans la partie de jeux de société, sauf exception, mais en général non. Donc vous pouvez retrouver ça sur le flux de Playtime si vous êtes plutôt de la team à écouter. Du côté des vidéos, j'en ai déjà parlé la semaine dernière, donc je m'étends pas, mais les découvertes de Mars sont disponibles depuis 9 jours. N'hésitez pas à aller voir ça, à mettre un petit like et compagnie, à partager si vous n'avez pas encore vu. Il y a tout qui est ici, donc beaucoup de choses. Notamment des très très bonnes découvertes. Je pense que le mois d'avril, il y aura un peu moins de CT top, hein, je vous le cache pas. Autre vidéo que j'ai commencé à mettre en ligne, alors je stream de temps en temps ça, le Seigneur des Plateaux, qui se base sur une idée que j'ai trouvée, qui existe depuis assez longtemps a priori, qui est grâce à Pub Meeple. J'ai rentré les jeux de société de ma collection au sens large, c'est aussi des trucs que juste j'ai vus. Et je les compare sur Twitch lors de stream. Ça fait des matchs parfois absurdes, parfois pertinents. Et je mets ça sur YouTube, pour l'instant celles-ci je les ai pas encore mises. J'ai dû mettre les 3 premiers, ou les 4 premiers, je sais plus. Je les upload assez vite, celle-ci était un peu trop longue, enfin un peu trop longue, c'était pas trop long, mais j'essaie de faire un peu moins d'une heure, comme ça me fait des petits streams ici et là. Donc si vous voulez passer de temps en temps, n'hésitez pas. Mais sinon c'est aussi sur YouTube avec tous les épisodes, avec une petite intro et une petite conclusion rigolote. Je le disais, j'ai zappé cette news la semaine dernière, on rentre vraiment dans le cœur des news, du coup, je l'avais mis au programme, et en fait j'ai complètement zappé au moment de dérouler le conducteur, c'était le fait que, maintenant, sur Ocaseo, donc je sais pas si vous connaissez Ocaseo, Ocaseo est un site qui permet notamment la vente ou l'achat de jeux de société d'occasion, qui est spécialisé dans ce média, contrairement à Le Bon Coin ou quoi, qui est un peu plus généraliste. MyLudo, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un truc qui permet de rentrer sa ludothèque, c'est parti aussi. Alors, moi j'utilise ça, et puis BGG, alors pour les parties j'utilise BGG et pas du tout MyLudo, parce que j'utilise BG Stats, qui est directement relié à BGG. Et pour la collection, je fais un peu les deux. Où il y a un petit côté gamification avec des petits badges et tout. Vous pouvez faire des listes, mettre des trucs en wishlist, en posséder, en trucs, en bidule. Là, il y a aussi, je l'utilise aussi assez souvent, moi, pour voir les sorties ou les prochainement. Je trouve ça assez utile de ce point de vue-là. Et donc, je disais, il faut savoir que maintenant, ils ont fait alors, je sais pas en quoi consiste le partenariat précisément, mais donc il y avait toujours des liens vers des boutiques. Alors, je sais pas comment ça se passe, ce truc, parce que il y a certaines boutiques, il y en a d'autres qui n'y a pas. Est-ce que c'est un partenariat ou quoi? Ça, j'en sais rien du tout. C'est un mail de qui pourrait répondre à ça. Il y a à chaque fois toujours des infos. Il y a également quelques vidéos et tout, des commentaires, bon, même si c'est plus rare, des stats. Du coup, ça, c'est vraiment en fonction des gens qui y jouent. Et donc, surtout, maintenant, il y a dans le petit onglet acheter, il y a directement des trucs sur Ocaseo. Que si vous cliquez dessus, pouf, ça vous envoie vers l'annonce. C'est plutôt cool, je trouve, c'est pas une grosse nouveauté, mais je pense que d'un point de vue des utilisateurs, utilisatrices, c'est quand même assez cool de pouvoir directement aller voir, si je vais voir un peu sur ma Ludo, je vais prendre des jeux un peu plus vieux, ce sera peut-être plus pertinent. Tac, typiquement, je sais pas... Celui-là, je pense qu'il doit se retrouver sur Ocaseo, on va voir, par curiosité. Voilà, un Silver and Gold, par exemple. Est-ce qu'il y a des gens qui vendent ça? Non, il n'y a personne qui le vend. Ah tiens. Tac.
typiquement, voilà, Silver and Gold. Alors, il y a mon jeu, machin, il est dans ma collection. Est-ce que mes amis l'ont? Et sur Ocaseo, je vais voir. Et plutôt que d'aller encore sur Ocaseo, alors, je peux même faire vendre directement. Ah, yes, ok, c'est rigolo. Donc, ça redirige directement vers Ocaseo. Et donc, il y a les différents prix, les différents lieux. Donc il n'y a pas les détails de l'offre, hein, ça, il faut retourner là pour voir un peu les détails. Mais il y a quand même pas mal de petites choses qui sont cool, je trouve, en termes d'ajout sur MyLudo. Donc ça existe. C'est pas forcément ultra mis en avant, je trouve. C'est-à-dire qu'il faut aller sur acheter. Ensuite, on voit pas Ocaseo ni rien. Enfin, il y a toujours ça qui ressort plus. En tout cas, j'ai l'impression, si je dis pas de bêtises. Ouais, celui-là est à 5€. J'ai pas l'impression voilà, qu'il y ait écrit, il y a des playlists et tout. Il y a plein de fonctionnalités que je n'utilise pas moi sur MyLudo. Comme dit, je l'utilise surtout pour recenser mes jeux. Ils ont un Discord aussi sur lequel je ne suis pas, j'irai peut-être à l'occasion. En tout cas, ouais, peut-être dommage ici qu'il n'y ait pas de lien un peu sur la page d'accueil. Il faut vraiment aller sur acheter et il n'y a rien qui te laisse penser que ça va être sur Ocaseo. Mais bon. Voilà, donc c'est ajouté, je l'avais oublié la semaine dernière, alors que franchement la semaine dernière c'était une des news que je juge un peu les... C'est une petite news, hein, mais c'est en termes de... Je pense que ça peut parler à pas mal de monde, quoi, cette inclusion de ce lien sur MyLudo. Deux news qui concernent Matago maintenant, alors Cat in the Box, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est un jeu qui a fait pas mal parler de lui l'an dernier du côté anglophone et à Essen, jeu de pli où les cartes n'ont pas de couleur et où on détermine les couleurs à la volée. Avec, en fait c'est un must follow, mais on peut décider donc qu'on n'a pas la couleur et qu'on choisit une autre couleur, mais du coup ça voudra dire qu'on n'a plus la couleur pendant toute la manche, et à ça se mêle une espèce de jeu de placement, on va essayer de se placer de manière adjacente sur ce plateau. J'ai toujours pas essayé, je le possède, moi je l'avais pris en anglais, il arrivera du coup en français. Donc plutôt cool, hein, c'est je pense un très bon jeu. J'avais essayé une simulation à deux où je jouais ou à 3 où je jouais les 3 ou 4 personnes, je sais plus. En vrai c'est plutôt cool en tout cas, enfin ça m'avait l'air très cool sur plein de niveaux. Il y a une version A2 aussi qui... C'est aussi un des jeux de pli où il y a la notion de pari, c'est fréquent. Dans les jeux de pli, c'est souvent le côté pari ou pas pari. Ça, c'est pas une grande nouveauté, hein, mais bon, c'est un petit truc en plus. L'originalité vient pas de là, en tout cas, elle vient clairement de ça, du fait qu'il n'y ait pas de couleur, et éventuellement de la manière dont on va essayer de marquer des points en se plaçant sur le plateau. Mais plutôt cool. Du coup, je sais pas combien il sera, parce que le faire venir en import, c'était quand même pas donné. Mais c'est bien si ça permet à plus de monde de le connaître. Donc n'hésitez pas à le découvrir si vous avez l'occasion. Je pense que c'est vraiment un jeu qui va faire parler de lui, aussi en France peut-être. Même si c'est pas un jeu super accessible, hein, en termes de jeu de pli, c'est beaucoup moins accessible que, je sais pas, je vous en ai parlé d'un 99, ou je parlerai tout à l'heure d'autres jeux de pli. Mais très cool. Et également, alors là c'est plus du domaine de l'anecdote que de la news, mais Parks, qui est un jeu que j'aime pas beaucoup, hein, vous le savez, enfin je sais pas si vous le savez, mais maintenant vous le savez, qui est un jeu par contre magnifique, hein, rien à dire là-dessus, en termes d'édition, avec ces petits trucs et tout, ces petits rangements, c'est plutôt chouette, les illustrations sont incroyables, que ce soit à la boîte ou que ce soit à l'intérieur, les cartes, c'est super beau. Et bien, sachez juste que... alors son thème basé sur la randonnée, on le ressent jamais dans le jeu, à mon sens, justement c'est un peu le problème que moi j'ai avec Parks, c'est que d'un, ça confère aucune sensation originale de jeu, et de deux, t'as pas l'impression de randonner pour un sou. Tout naturellement, bon, je sais pas si on peut dire que c'est naturellement, mais du coup, ça va être dans les magasins nature et découverte, donc ça c'est assez intéressant, parce que du coup c'est... Salut Mops, comment vas-tu? C'est assez intéressant parce que ça participe, entre guillemets, à la présence des... Alors ça fait maintenant longtemps qu'il y en a dans les Cultura, dans les Fnac, ou des trucs comme ça, des jeux de société modernes, mais dans des trucs qui sont pas... Chez Nature et Découverte, il y a des jeux pour enfants, il y a des loisirs créatifs, mais un jeu moderne comme celui-là, qui effectivement thématiquement a sa place là-dedans, c'est intéressant d'un point de vue de la popularisation et de la démocratisation du jeu de société. Donc voilà, c'est une anecdote, mais je trouvais ça intéressant. Je vous invite à écouter le dossier de Proxy Jeux sur est-ce que le jeu de société est encore le jeu de société moderne est encore un loisir de niche. J'avais défendu le fait que
si on est encore dans une niche, il y a quand même plein d'éléments qui laissent penser que on en sort ou on en est sorti, hein, et ça va dans mon sens. Donc j'étais ravi de pouvoir le mettre à cet hebdo. La suite, vous le savez, des fois je vous mets des petits journaux d'auteurs ou d'autrices qui sont sur BGA, alors c'est forcément en anglais. C'est donc l'Evangelis Bagartis qui a fait un journal d'auteur sur Hegemony Lead Your Class to Victory, un jeu assez fat, hein, on voit le poids c'est 4 sur 5, dont il n'est pas le seul auteur. Il y a aussi Varnavas Timotheu qui y est, et c'est donc édité par Hegemonic Project Games, donc c'est je pense le premier jeu. Voilà, là c'est juste des extensions. C'est un jeu assez intriguant, par sa thématique, notamment. Alors, je sais pas du tout ce que ça vaut, je sais que du côté anglophone, les gens ont kiffé. Enfin, ça a beaucoup fait parler, mais c'est surtout le thème, effectivement, qui est pas forcément ce qu'on rencontre le plus en jeu de plateau, en jeu de société, et qui est assez intéressant. Donc j'imagine que, je l'ai pas encore lu, mais que ça peut être intéressant de voir effectivement comment est-ce que les auteurs ont choisi de mettre ces différentes orientations politiques, comment c'est représenté, comment... enfin, plein de choix de design, etc. Donc c'est un jeu intéressant en tout cas que je suis curieux d'essayer, même si a priori il est assez fat. Donc voilà, mais bon, voilà comment ils sont aussi passés par le Covid, etc. En tout cas, un gros journal d'auteur, ils sont pas toujours aussi longs. Là, celui-là, il fait un paquet de signes. Hein. Ça ne rigole pas. Mais ouais, en tout cas, très curieux de l'essayer, donc c'est toujours intéressant les jeux comme ça qui sortent un peu de l'ordinaire pour une raison ou une autre. Alors, si ça se trouve, il est tout à fait classique dans le ressenti de jeu, je l'ai pas essayé. Et en vrai, le thème est là plus pour faire figure qu'autre chose, mais ça je peux pas vous le dire moi, mais en tout cas, si jamais, effectivement, ça se ressent, c'est toujours intéressant de voir comment tout ça est inclus. Dernière news, c'est il y a l'Orcana, donc ce JCC, jeu de cartes à collectionner Disney avec des illustrations, j'en ai déjà parlé ici, hein, avec ces magnifiques illustrations dont on savait pas grand chose, qui a eu des leaks du côté des règles, elles ont été relayées ici et là. Juste ne vous attendez pas ici à voir les règles en question parce que je les ai pas lues à vrai dire et je m'en fous un peu, et en fait c'est juste salut Uriel, comment vas-tu? Ouais, juste donc ça a leaké, juste c'est intéressant de constater, en fait c'est surtout je voulais l'utiliser comme évidemment Dicebreaker et Gusenko, les pros à tirer du clic, ont évidemment fait des articles dessus et tout. En fait, moi, comme dit, je suis intéressé par l'Orcana, par curiosité et tout, mais disons qu'en fait, cette idée de leak, c'est quelque chose d'assez intéressant d'un point de vue de l'évolution du jeu de société, parce que c'est quelque chose qu'on a dans le jeu vidéo depuis longtemps. Ubisoft sont des professionnels là-dessus. Il y a souvent autour de l'E3 qui était justement, je dis était parce que cette année et peut-être les années à venir il y aura plus de 3, mais c'était un peu l'histoire de grand messe avec des grandes révélations. Ça se passe aussi aux Game Awards ou à la Gamescom et tout, mais disons qu'autour de l'E3 il y avait ces histoires de il y a toujours des hypothèses sur ce qui va être présenté. Et il y a effectivement des leaks, le prochain Assassin's Creed se passera en Égypte, se passera ici ou là. Il y aura Just Dance qui est présenté, ce qui est ça un leak tous les ans. Enfin c'est pas un leak parce qu'en fait il y en a tous les ans qui sont présentés. Et donc c'est quelque chose qui est assez fréquent dans le jeu de société, qui est documenté maintenant en termes de aussi l'impact que ça peut avoir sur un jeu, un développement, et sur les personnes qui ont contribué à le développer. Et dans le jeu de société, l'histoire de leak, alors effectivement, il y a parfois ou de NDA, hein, de accords de non-divulgation, c'est quelque chose d'encore plus, en tout cas du côté francophone, plus limité. Alors il y a parfois des protos qui circulent et on dit il faut pas le montrer parce que c'est vraiment un proto tant du point de vue du matériel, mais surtout des mécaniques ou du ressenti. Donc éviter d'en parler et tout. Même si enfin, peut-être que ça commence à y avoir vraiment des contrats, mais c'est quand même quelque chose d'assez léger. Et des gros trucs comme ça, où vraiment ça fait une espèce de drama de tel jeu à leaker, faut que le jeu en fait ait une dimension vraiment très forte.
parce que dire que le prochain Catch-Up Games a leaké, je veux dire, le monde entier s'en fout. Par contre, effectivement, là on est sur du Lorcana, sur du JCC, qui est quand même un genre qui a sa popularité, quand bien même c'est très difficile de se faire une place dedans. Voilà, du Garfield, typiquement, donc l'auteur de Magic ou quoi. Voilà, le prochain jeu de Garfield qui leak, ça pourrait effectivement... Là, il y a le côté licence Disney, qui a quand même une communication assez forte dessus depuis l'année dernière, où vraiment il y a, machin, va y avoir le nouveau Disney se lance dans le JCC, etc., qui est vraiment quand même, aussi d'un point de vue de la communication de la part de l'éditeur, assez forte, pour faire monter la hype, hein, évidemment, mais à un niveau, comme c'est Disney, beaucoup plus fort que Catch-Up qui fait monter la hype autour de son jeu. Je prends Catch-Up comme exemple, hein, parce que c'est le premier qui m'est venu en éditeur qu'on connaît quand on est dans le milieu francophone du jeu de société, mais que voilà, enfin les jeux qui sortent, on peut s'y intéresser et tout, on peut se motiver pour les jeux, mais ça va jamais dépasser, entre guillemets, la hype va pas dépasser le cadre des joueurs ou joueuses de jeux de société. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus fort, et où du coup, un leak, ça devient un événement comme peut y en avoir dans le jeu de société, où tout de suite, les réseaux sociaux vont s'emballer, ils vont parler des leaks Ubisoft, etc., et où ça peut aussi avoir un impact sur les équipes de développement, et c'est pour ça que je voulais surtout parler de ça, parce que déjà c'est représentatif d'une évolution du milieu, que on puisse parler d'un leak, que ça fasse l'objet d'une news, et que ce soit quelque chose d'important, et aussi parce qu'on n'a sans doute pas l'habitude d'avoir ce genre de truc, et que, évidemment, en fait, on n'a pas forcément non plus les habitudes de comment traiter ce genre de trucs, que ce soit des rumeurs, que ce soit des leaks, parce que, encore une fois, c'est pas quelque chose qui est habituel dans le jeu de société. Faut savoir que les gens qui font ces leaks, alors ça peut être de plein de manières, en l'occurrence, là, je crois que c'est, je sais plus, des pages de règles qui ont été envoyées par je ne sais quelle boutique. C'était... tac, tac, je sais plus, mais bref, peu importe. En tout cas, ça peut être effectivement, typiquement dans le jeu vidéo, des boutiques qui vont devoir vendre le jeu, donc ils le référencent, et donc ça va finir par apparaître d'une manière ou d'une autre. Ça peut être des trucs en interne, ça peut aussi être... Il y a FFG qui a subi ça il y a quelques années, des hacks où on fait du ransomware, où on demande des sous pour ne pas diffuser les informations qu'on a chopées. Voilà, ce genre de truc. Peut y avoir plein de manières de leaker. Quoi qu'il en soit, il faut savoir qu'en général, la personne qui fait ça, elle le fait, elle a rarement une optique de Robin des Bois là-dedans, c'est rarement il faut que l'information soit disponible à toutes, et puis le système du NDA est complètement à chier, il faudrait le mettre à bas, et puis qu'on sorte un peu de ce contrôle de l'information, ce qui peut être entendable, hein, pour le coup, et que je pourrais entendre en tout cas, mais en général, les gens qui font ces leaks, alors quand c'est par inadvertance, c'est une chose, mais les gens qui font ces leaks et qui les relaient, c'est exclusivement, quasiment, des gens qui font ça juste pour avoir de la visibilité, qui s'en foutent en fait des règles du jeu, qui sont juste là pour avoir du clic. C'est pas étonnant que ce soit Dicebreaker ou Gusenko que j'ai cité, c'est pas anodin en tout cas, qui sont là en fait, qui, bien que les informations soient incomplètes, et ben le moindre petit truc, ils vont sauter dessus, et ils vont essayer de effectivement gagner un peu de clics et puis des followers, et à quel prix? Alors effectivement, avoir des infos et tout c'est cool, sauf que ces infos elles sont parcellaires, on n'a pas toutes les infos ni rien, et que en fait quand t'as un projet comme ça, alors je sais pas combien de gens bossent sur leur canal et tout, et à la limite je m'en fiche un peu, mais je relais juste des choses qui sont apparues dans le jeu vidéo ces dernières années, que c'est des équipes de développement, et à vrai dire qu'ils soient 3 ou 500 à bosser dessus, peu importe, en fait c'est des équipes de développement qui bossent dessus pendant souvent des années, et sur un gros projet comme ça, on peut penser que c'est de la merde, hein, le marketing et la manière de communiquer qu'a eu Lorcana depuis un an, à lâcher des petites infos et tout. Et encore une fois, si c'était dans cette optique-là qu'on va faire leaker le truc parce qu'on est contre ce système, c'est une chose, mais sauf que c'est... Encore une fois, dans le jeu vidéo, ça s'est prouvé, c'est jamais le cas, c'est jamais des Robins des Bois qui font ça. C'est juste des gens, encore une fois, en manque d'attention, et qui cherchent le clic, et la visibilité. Donc là, en fait, c'est à quel prix? C'est-à-dire que c'est des gens qui ont bossé pendant des années, où il y a effectivement, que ce soit du côté des game designers, que ce soit du côté évidemment de la communication, une sorte de mise en scène,
un calendrier, une organisation de la révélation des informations, aussi pour justement révéler les informations qui sont pertinentes à tel moment du calendrier, parce que révéler telle mécanique sans révéler des trucs avant, bah, ça n'a pas forcément de sens, et ça va peut-être desservir le jeu. Tout ça, c'est organisé, en fait, quand il y a des leaks qui se mettent en place comme ça, en fait, c'est leur retirer ce contrôle. Alors, encore une fois, si l'enjeu, c'était de retirer le contrôle au marketing, à la communication, pour sortir un peu de ce truc, ce serait une logique que je pourrais comprendre, et que je pourrais même défendre. Encore une fois, c'est pas le cas. Les gens qui font ça, en fait, ils le font en se foutant complètement des gens, des humains qui sont derrière. Et juste, encore une fois, c'est pas pour le profit des joueurs ou des joueuses, c'est juste pour leur petit profit à eux. En fait, leur intention est pas bonne. Ils n'ont pas une intention, encore une fois, de Robin des Bois ou de se mettre du côté du peuple contre ce que représente un peu l'éditeur, c'est-à-dire un des éléments du marché des jeux de société qui fait partie le plus du capitalisme, entre guillemets. C'est rarement, encore une fois, des pensées qui leur traversent l'esprit. C'est juste des gens qui se disent « Ah, tiens, machin, je vais faire du clic, allez, allons-y ». Et derrière, effectivement, bah, faut savoir juste que les développeurs, alors que ce soit dans le jeu vidéo ou j'imagine dans le jeu de société, ils n'ont pas envie, en fait, que leur travail soit montré de cette manière, alors que ça fait des années, souvent, qu'ils bossent dessus, que ça fait des années qu'ils ont réfléchi à comment le présenter, que c'est tout un truc, et qu'il y a des gens qui peuvent être sincèrement... Alors il y a des gens qui vont s'en foutre et qui vont dire bon bah de toute façon ça serait su un moment ou un autre, et puis voilà, et puis qui vont essayer de rebondir sur les leaks, etc. Il y a des gens qui vont être profondément touchés et attristés de voir un truc sur lequel ils ont mis tellement d'eux-mêmes ou d'elles-mêmes, comme ça qui sort, et qui, je sais pas, la comparaison a ses limites évidemment, mais c'est comme si vous attendez un gamin ou une gamine et que bah, vous avez prévu d'annoncer soit le sexe de l'enfant, soit son prénom, que sais-je, et qu'en fait bah, vous apprenez que tout le monde l'a su par un autre biais, et que vous vous retrouvez ah ben ok, bon ben effectivement ces informations elles auraient été connues à un moment ou à un autre, mais vous aimez avoir le contrôle dessus parce que ça vous appartient. Et là, c'est un petit peu ça, toute proportion gardée, évidemment. Donc voilà, dans le jeu vidéo, ça fait quand même maintenant quelques temps que ces réflexions ont cours dans la communication. Alors évidemment, dans le jeu vidéo, dans les comics et tout, il y a plein de gens qui surfent à fond sur les rumeurs, sur les petites infos grappillées ici et là, et qui se font du blé sur effectivement des leaks, mais il y a aussi des médias un peu plus responsables qui... sans pour autant valider entre guillemets la culture du secret qui peut exister, et je suis pas pour non plus que cette culture du secret qui existe dans le jeu vidéo soit appliquée de la même manière aux jeux de société, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais il y a en tout cas une pratique un peu plus responsable ok, ça a leaké, est-ce qu'on s'en fait le relais, est-ce qu'on va dévoiler des trucs, comment on l'écrit, et je pense que la presse jeux de société n'est pas encore du tout mature pour traiter ça d'une autre manière que faisons du clic. Donc voilà, comme dit, les règles, si vous voulez aller les voir, moi je vais pas vous les détailler ici, parce qu'encore une fois, je me servais plus de ça pour pointer ce que ça veut dire du média en termes de à quel point ça grossit, et également comment on traite une fuite de cette manière, quelle qu'elle soit en fait. Donc voilà. J'ai fini pour les news, c'était un peu le plus gros point. Côté Board Game Arena, quelques sorties. Legends of Hellas, que je trouve très quelconque, c'est un jeu coop que je trouve assez médiocre, que j'ai pu essayer il y a quelques mois de ça. Trio, donc c'est ça, je vous en ai parlé, c'est un de mes coups de cœur du mois de mars. C'est donc l'adaptation en français de Nana avec quelques spécificités. Super jeu. Jouez-y, il est en premium uniquement, mais vraiment super. Juste sur BGA, évidemment, il n'y a pas le sentiment qu'on peut avoir sur une vraie table, notamment en termes de mémoire et tout. Et également, même sur Tabletop Simulator, sur lequel j'avais joué, je trouvais ça plus jouable, entre guillemets. Enfin, on ressentait, bah après c'est toujours le cas de Tabletop Simulator, on ressent toujours plus un peu la présence autour de la table. En tout cas, ça reste, je pense, une des sorties les plus importantes de l'année. Essayez-le. Et Earth, je crois pas qu'il était sorti, je sais plus, donc là aussi, une des grosses attentes de l'année.
Certains comparent Ark Nova, d'autres avec Terraforming Mars, et surtout le fait qu'il y ait cet énorme paquet de cartes de près de 300 cartes, je crois, dans lesquelles on va beaucoup brasser pour le coup, contrairement à Ark Nova. Moi j'en avais fait une partie solo, j'ai pas un avis pour l'instant très franc dessus. Je trouve le système de sélection d'action assez classique. Le rythme de jeu est cool du fait que quand on choisit une action, les autres vont pouvoir le faire. Il y a aussi un gros axe qui est mis sur le combo et vraiment l'activation de plein de trucs en cascade, qui ça est plutôt cool. Mais bon, voilà. J'attends d'y jouer à plus, j'avais joué qu'en solo pour voir un peu les mécaniques. Je suis curieux de voir si ça tient la distance. Et du côté de la bêta, donc Adara, je sais plus s'il était déjà arrivé, je vous en ai déjà parlé il n'y a pas longtemps. C'était pour moi une bonne surprise qui est arrivé en bêta. Jeu assez simple, avec un petit peu d'interaction, mais pas trop, qui est pas mémorable, mais qui est mieux que ce que j'en attendais. Je crois que les autres étaient déjà là. On va partir du coup chez Proxy Jeux, dont je fais partie, pour voir un peu ce qui est sorti depuis la semaine dernière. Alors, on en était là avec l'interview de Johan Levet et Fabien Gridel, auteurs de Turing Machine, si je dis pas de bêtises. On a eu depuis 3 émissions. Les jeux du mois, donc les jeux qui sont recommandés par BenoFX et de Pionfesseur, qui sont des jeux assez récents. That's Not a Hat, qui était nommé à l'As d'Or de manière un peu surprenante, qui a un peu surpris sa nomination à tout le monde, alors qu'effectivement c'est un bon jeu. Moi j'ai pas joué encore beaucoup, mais je suis pas surpris qu'il soit dans les jeux du mois. J'ai trouvé ça vraiment malin et très intéressant d'en discuter. Et Discover, donc ça c'est un jeu de Roberto Fraga, celui-là c'est Casper Lap, ça c'est Roberto Fraga chez Blue Orange, par le Pionfesseur, qui en dit beaucoup de bien sur l'utilisation de la musique comme élément externe aux jeux de société, les émotions que ça peut procurer, etc. Donc voilà. Lundi dernier, on a eu un T'as joué à quoi, donc c'est le format assez court de Proxy Jeux, où il y a 3 jeux en à peu près 30-40 minutes qui sont présentés et dont ils sont discutés. Drew a parlé de Sabika, donc un jeu un peu fat. Peter a parlé de Praga Caputregni, un jeu un peu fat de Vladimir Sushi également. Et Cargo lui parlait de Deol, un roll and ride qui a moitié convaincu, avec des bonnes idées, mais une exécution pas toujours au rendez-vous. Dernière interview de Proxy Jeux pour aujourd'hui, c'est sorti aujourd'hui, l'interview de Timothée de Croix à Cago Barcas, que je salue si il passe dans le coin, et qui notamment fait Vorex, là, qui doit sortir chez Salty Nights, et Maps of Mystera avec Mathieu Bossy et Thomas Cariat chez Sit Down. Donc c'était l'occasion un peu de discuter de tout ça. Voilà pour ce qui est de l'actu. Je le dis à chaque fois, mais si vous avez des news qui vous... N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez aussi de l'Orcana. Je suis curieux justement enfin, pas de l'Orcana, mais de la manière dont c'est traité. Je suis curieux de voir un petit peu ce que vous pouvez avoir à en dire. Mais de manière générale, si vous avez des news que vous voulez me transmettre ou quoi, n'hésitez pas à le faire sur Twitter, sur Discord ou sur Mastodon. Et je pourrais peut-être les inclure si je les juge suffisamment pertinentes. En tout cas, on va passer maintenant aux parties de la semaine. Alors, les parties de la semaine, donc, ce sont les jeux que j'ai pu jouer depuis mercredi dernier. Comme toutes les semaines, il y a encore. Faut savoir que encore, j'ai réussi à passer très vite. Je sais plus c'était quelle feuille. Quelle feuille c'était Tac, tac, tac. Je vais vous trouver ça. J'ai fait énormément de parties toujours. Et j'ai réussi à finir la feuille, je crois que c'est la feuille verte si je dis pas de bêtises, c'est plus écrit, mais j'ai réussi à la finir très très vite pour une fois. Je pressentais qu'elle serait plus simple que des feuilles précédentes, et donc là je suis sur la feuille orange, que j'essaye de progresser. J'arrive pas à faire des très gros scores, j'ai fait 30 je crois, mais donc maintenant il me reste 3 feuilles à finir, donc la orange je vais le faire jusqu'à ce que j'atteigne les 40. Donc voilà, j'y suis pas du tout pour l'instant. Point City, c'est la partie que j'ai fait ici la semaine dernière. Ce petit jeu de engine building, un peu on crée son petit moteur pour essayer, un peu comme dans Splendor, d'utiliser des ressources pour avoir une espèce de petite montée en puissance tout en complétant certains objectifs. Là j'avais joué en solo contre l'IA facile. Voilà, je crois que le KS est terminé si je dis pas de bêtises. C'est pas mal, c'est pas mémorable non plus. Là, donc, il y avait Nana, donc Trio, qui est arrivé sur BGA, donc j'en ai fait pas mal de parties.
encore une fois, je vous invite, si ça vous intéresse, à aller voir la vidéo que j'ai faite sur les bilans des jeux du mois de mars. J'ai joué pas mal sur BGA, et je sais pas si j'y jouerai beaucoup sur BGA, parce que ça se joue assez vite, mais sûrement que j'y jouerai beaucoup, mais disons que BGA lui retire quand même, je pense, beaucoup. Sagrada, on a fait 2 ou 3 parties avec ma compagne qu'on continue à jouer. C'est vraiment pas le jeu que je préfère de la planète, mais c'est un jeu que je continue à apprécier quand même de temps en temps, tous les quelques mois. On a aussi joué pas mal à 535 cette semaine. On continue ce jeu d'escalade qui est vraiment super. Là aussi, j'en ai parlé dans mes coups de cœur de mars. Avec Nana, c'était un de mes jeux du mois. Toujours aussi cool notamment à deux, encore une fois, ce qui n'est pas toujours le cas de ce genre de jeu. Donc voilà, essayez-le si vous avez l'occasion. Il est compliqué à trouver, mais sinon il est sur playingcards.io. Setup, qui est aussi un jeu qui est arrivé sur BGA, que j'avais jamais essayé. Setup, c'est un jeu de Jacob Berg et par Better Wieser, je sais pas comment on le dit, c'est pas le groupe. C'est un petit jeu de pose de tuiles. Alors sur BGA évidemment il n'y a pas la manipulation des tuiles, c'est rigolo parce qu'on les met un peu comme dans du Scrabble, dans des porte-tuiles, voilà, que les autres ne voient pas, et donc le but c'est de faire des combinaisons, donc soit des suites, typiquement 5, 6, 7 c'est une suite, ou bien des combinaisons donc d'une même couleur, ou bien des combinaisons de chiffres similaires de couleurs différentes. Typiquement là le 5, 5, 5. Et donc à son tour on peut poser des tuiles pour faire une suite. Donc là par exemple la personne a pu poser le 6 et le 7. Et on peut aussi utiliser certaines tuiles qui sont visibles sur le côté dans une rivière. Le tout pour essayer de faire les meilleurs combos. Par exemple là le 5, 6, 7, ça fait 1, 2, 3 points pour le 5, 6, 7, mais ça fait aussi les points de la combinaison de 5. Donc ça permet de mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6 points d'un coup. Et le but c'est de finir en premier ou en première le tour du plateau, qui va différer selon le nombre de joueurs ou joueuses. J'avais un peu peur que ce soit super abstrait, c'est vraiment pas trop mon genre de jeu, c'est-à-dire qu'à son tour de jeu, il y a un meilleur coup, qui vraiment, on peut essayer de le trouver et puis pour marquer le maximum de points, sachant qu'il y a un petit peu un truc, c'est que si on utilise pour scorer des emplacements de base de son adversaire, ça lui donne des points aussi, ça c'est plutôt sympa. Donc ouais, j'avais un petit peu peur que ce soit trop abstrait et tout, notamment avec l'idée de verticalité. En fait, la verticalité, bon, elle apporte pas... Enfin, elle permet de faire plein de combinaisons, mais il n'y a pas d'idée de... plus tu le mets haut, plus ça te rapporte 2 points, comme dans Acropolis ou quoi. En fait, le truc, c'est que ça se joue quand même suffisamment vite et suffisamment de manière assez intuitive pour un jeu du genre. À son tour, effectivement, on est dans du jeu abstrait parce qu'il y a un meilleur coup et on a toutes les informations visibles pour essayer de faire le meilleur coup, ce qui est un sentiment que moi j'aime pas trop. Mais sinon, c'est beaucoup de l'opportunisme et en gros, même à 2, hein, et je pense que c'est encore plus le cas à 3 ou 4, ça bouge beaucoup autour du plateau, on fait des ouvertures aux autres de manière involontaire, il n'y a pas tant de contrôle que ça en vrai. En fait, il y a le contrôle de son coup, mais très peu de la relation aux autres. Alors, un petit peu, mais pas à des masses. Et ce qui pose un souci, du coup, c'est que pendant le tour des autres, alors, les tours vont vite, encore une fois, il n'y a pas trop de temps mort, mais pendant le tour des autres, on peut pas trop réfléchir à son prochain coup, parce qu'en fait, la disposition du truc central va être très très différente à son tour. Donc voilà, c'est pas ouf, mais c'est pas si pire. Disons que je m'attendais à ce que ce soit vraiment... Salut Zoidberg. Bah alors Kana, j'ai pas parlé des règles, hein, j'ai juste dit que voilà, les leaks, c'était... Je t'inviterai à regarder sur YouTube ce que j'en ai dit. Que le traitement des leaks, je trouve pas ça ultra cool, la manière dont c'est fait, pour attirer du clic. Et qu'en général, les gens qui font les leaks et qui en parlent, c'est rarement pour l'information envers les joueurs ou joueuses, c'est juste pour attirer un peu de visibilité. Du coup, ouais, je disais, et que c'est pas cool pour les devs en général, et que c'est un sujet qui est longuement traité dans le jeu vidéo notamment, et que le jeu de société est un petit peu jeune pour ce genre de truc. Du coup, ouais... ouais, c'est pas si pire, quoi. C'est pas mon genre de jeu, mais c'est pas ouf, quoi. Mais c'est pas si pire parce que justement, ça se joue vite. On perd pas de temps.
l'analyse quand même à son tour est assez rapide. Donc voilà pour ce qui est de setup. J'ai fait découvrir le deck building Star Wars, dont j'ai aussi parlé dans mes coups de cœur de mars, enfin dans mes jeux découvertes de mars de Caleb Grace. Je l'ai fait découvrir à Julien et c'est toujours très cool. Hein. J'ai joué, je sais plus qui j'ai joué là, mais je crois que j'ai joué l'Empire. Toujours très cool. Hein. Franchement, celui-là, je le trouve vraiment solide. Toutes les spécificités qu'il a sont vraiment bien trouvées. Le mode sur TTS est génial. Donc franchement, si vous avez l'occasion d'essayer, que vous aimez le deck building, notamment Star Realms, hein, sur lequel il se base quand même beaucoup, essayez. Je continue un peu de jouer à Tucano, ce petit jeu helvétique là, de Théo Rivière, qui encore une fois est pas, enfin pas comme setup, ça n'a rien à voir, mais qui est très classique dans la manière de marquer des points, dans la manière de prendre des cartes, et des groupes de cartes. C'est très très lambda. Mais c'est un truc que j'aime bien, ça, la prise de cartes à la Coloretto. Et surtout, faut savoir juste que moi je trouve que vraiment l'ajout des toucans en deuxième moitié de partie apporte vraiment beaucoup et que les pouvoirs sont bien trouvés tous. Et du coup, je trouve ça plutôt solide. Pas inoubliable, encore une fois, hein, c'est pas un must-have, mais c'est là aussi mieux que ce à quoi je m'attendais, parce que c'est vrai que quand Théo fait des trucs où il y a des collections, je suis rarement très emballé, parce qu'en fait il fait toujours les mêmes collections à peu près, avec les mêmes manières de scorer et tout, et c'est pas... Voilà. Là, effectivement, l'ajout des toucans et tout fait que c'est cool, je trouve. Donc plutôt à essayer. J'ai fait découvrir à Paul Gara le Roll and Write Lost Cities. C'est pas la première fois non plus que je vous en parle. Lui, j'en parlerai dans les découvertes d'avril, c'est plutôt pas mal. Ça vaut pas le Lost Cities de base, c'est de Knizia aussi. On retrouve certains des sentiments, un peu d'interaction et tout. C'est pas si mal, mais c'est pas ouf, mais c'est pas mal. Tac tac tac. Là, on est sur des trucs dont j'ai déjà parlé. Pas mal de Ticket to Ride aussi cette semaine avec ma compagne sur BGA. Toujours pour moi. Voilà, je trouve toujours que c'est très bien les aventuriers du rail. Hein, donc, j'ai pas grand chose à en dire de plus que ce que je dis toutes les semaines, si ce n'est que j'ai dépassé la 30e partie sur BGA et que je m'en lasse pas trop. C'est vrai qu'en vrai c'est peut-être un peu long et que j'ai un peu la flemme de sortir les plateaux et tout, mais celui-là je vous en ai déjà parlé, c'est ce jeu de plis où au lieu de cartes on a des petites figurines, des petits meeples, des anime-meeples, et qui mélange ça à de la Wallé, du Mancala. C'est surtout pour ça en fait qu'il y a ces figurines, enfin ces meeples au lieu de cartes, et pour le thème. Mais c'est surtout parce que c'est plus simple effectivement à égrener que des cartes. J'en parlerai aussi dans mes découvertes d'avril. Le thème est cool, il y a des idées cool, c'est un peu... pas ouf non plus quoi, parce que c'est... La partie jeu de pli est quand même assez oubliable et c'est vraiment plus au service de la Wallé, qui est pas mal, mais qui... c'est pas la mécanique que je préfère à la Wallé, je vais pas vous mentir, c'est un peu... parfois un peu trop calculatoire à mon goût. Je préfère les sentiments de jeu de pli en fait, et on ne retrouve pas tellement dans le jeu. Il y a un truc vraiment que j'aime bien dans le jeu, c'est la manière de scorer, puisqu'il y a l'été et l'hiver. Le printemps et l'été, qu'il y a un petit twist de scoring dessus que je trouve plutôt cool de ce point de vue là. Mais sinon, ouais, pas le jeu de pli que j'ai préféré découvrir ces dernières semaines, ces derniers mois. Sagrada, donc je vous disais qu'on en avait refait, Tucano. J'ai pu refaire un 99 que j'ai fait avec des randoms sur BGA. Et c'est toujours aussi cool. J'en ai parlé là aussi dans mon... comment dire, dans mon... vous pouvez y jouer avec un jeu de cartes de base. Dans mon bilan de mars, ce jeu de cartes d'enchères où on va se faire des coupes et tout, et c'est vraiment très très malin. Où on peut révéler son pari ou sa main pour... c'est toujours très cool. En plus, c'était une partie... Alors, j'ai joué avec des joueurs ou joueuses assez timides. C'est-à-dire que je crois que je suis le seul à avoir révélé mon pari de toute la partie. Alors que quand j'avais joué avec Hammer ou Peter, on était vraiment plusieurs à le faire et tout, et du coup c'était encore plus rigolo, mais c'était quand même très bien, franchement, une des très bonnes découvertes de cette année. J'ai découvert ça, je crois que c'était samedi dernier, les journées Voyage vers le Mordor, de Michael Rinek, dont je connais le nom, c'est lui qui a fait les piliers de la mer du Nord et tout, non, les piliers de la Terre, les piliers de la mer du Nord, The Pillars of the mer du Nord, non, les piliers de la Terre, n'importe quoi,
et qui, ouais, c'est pas très intéressant. C'est un jeu de lancer de dés où en gros on va essayer, c'est du Yams quoi. On doit en mettre un de côté, il y a des fois les Nazgûl, donc ça c'est pas bien. Il faut contrer les orques avec des symboles de la fraternité de l'anneau, machin truc. Et pour avancer, il faut faire des anneaux. Et c'est la première personne arrivée au Mordor qui gagne, sachant que thématiquement c'est quand même très étrange puisque il y a un petit peu d'interaction parce qu'on va pouvoir pourrir un peu les autres. Mais en gros, c'est une compétition entre les 4 hobbits pour qui ira le premier au Mordor. Donc thématiquement, c'est complètement claqué. Bon, voilà, c'est vraiment pas très intéressant. Il y a des petites règles avancées, mais on s'en fout un peu. Pas une très grande découverte, hein, je vous avoue. Ark Nova. Figurez-vous qu'il est arrivé sur BGA en alpha. J'ai présentement une partie en tour par tour avec Jérémy, que je salue s'il regarde cette vidéo. Alors c'est rigolo, parce que du coup j'ai aussi fait une partie Ouais, je suis d'accord, alors je trouve que les comparaisons entre Earth et Ark Nova ont leurs limites quand même, mais je préfère aussi Earth, sans hésiter. Et en fait, donc ça c'était une partie en temps réel, et en fait, que ce soit la partie en tour par tour ou en temps réel, j'en ai parlé moi dans mes déceptions de 2022 notamment parce que je trouve le thème complètement à chier et que les espèces de mécanismes de défense de la justification de ce thème, je trouve toujours que c'est des trucs un peu à l'ouest. Je trouve quand même que le jeu se retient assez bien parce que j'avais pas joué depuis un an. Alors j'ai regardé une vidéo et tout, mais ouais, c'était une vidéo que j'avais regardée. Et en fait, c'est rigolo parce que le début de partie, ou le fait de faire un coup par-ci par-là, je me suis dit, mais attends, c'est à ce coup, Flavien, tu vas faire un gros retournement de veste. En fait, c'est pas mal, Ark Nova. En fait, t'es là et tout, et le système d'action, c'est ce que j'ai toujours défendu. Je trouvais que c'était plutôt cool, le système d'action avec montée en puissance. Et en fait, les défauts disparaissent un peu avec le tour par tour. Parce que, encore une fois, tu joues une fois de temps en temps. Un coup ici, un coup là, et donc t'as pas le temps de t'ennuyer. Ma partie en temps réel, faut savoir que on a joué tous les deux, c'était avec un random, hein, de manière assez rapide, hein, on n'était pas dans du truc où vraiment on prenait notre temps à réfléchir et tout. C'était un bon rythme de jeu par rapport... Et moi j'avais que joué à 3 avec Cyrus et Percastor. Et j'avais trouvé ça interminable. Et alors en fait, ouais, le début de la partie en temps réel, je me disais, ouais, en fait ça va et tout, c'est pas mal. Et en fait, on a joué 1h15 et j'ai trouvé que c'était 2 fois trop long, quoi, en fait. Parce qu'en fait, disons que la seule grosse différence, c'est effectivement que tu vas mettre un peu en place un truc qui va faire un petit peu un crescendo et que tu vas retourner certaines cartes actions. Mais en fait, les cartes actions, elles sont pas suffisamment différentes pour que ça soit plus intéressant au moment où elles sont meilleures. Et en fait, le système de jeu, il s'essouffle en fait super vite, quoi. Et du coup, 1h15, j'ai eu l'impression d'y passer 25 ans. Pourtant, on pourrait se dire 1h15 pour Ark Nova, ça va et tout. Bah, moi j'ai eu l'impression d'y passer 3 heures, quoi, en fait. Et le ressenti est trop long, et ça m'a rappelé effectivement les sentiments que j'avais quand on avait joué en physique, à une échelle différente, puisqu'en physique on était 3 et que c'était en plus en physique, donc... mais le sentiment reste le même, c'est-à-dire d'un jeu beaucoup trop long, et beaucoup trop répétitif et ennuyeux pour ce qu'il a à offrir, et où vraiment, la deuxième moitié de partie, je me fais chier, quoi, parce que je me dis, bah en fait, tous les sentiments de jeu, bah je les ai déjà ressentis, en fait, et du coup, en fait, là, je suis en train de traîner en longueur, et effectivement, tu vas plus aller vers la conservation et tout, mais... en fait, c'est très ennuyeux, et le problème, c'est que, à partir du moment où tu commences à marquer tes points de conservation, en fait, ce qui est rigolo, c'est de marquer les premiers points de conservation. Parce que effectivement, là, tu vas construire un truc pour essayer de le faire plus vite que l'autre. T'as un sentiment de course. À partir du moment où les deux ont commencé, en fait, tu vas juste essayer d'optimiser pour en marquer un peu plus ici ou là. Mais c'est ultra répétitif, et du coup, en fait, toute la deuxième moitié de partie, je la trouve chiante, quoi. Et encore une fois, comme les actions sont les mêmes, même si elles s'évoluent un petit peu, c'est pas très intéressant, malheureusement. Ouais, j'ai trouvé ça assez... En fait, comme dit, j'avais l'impression de m'être trompé, de me dire... ah, Flavien, peut-être que effectivement... Et j'en serais ravi, hein, je veux dire, moi...
j'ai aucun plaisir à ne pas aimer des jeux, hein. Moi, si je peux kiffer tous les jeux et prendre du plaisir, c'est mon kiff, hein. J'ai aucune raison de dire qu'un jeu est mauvais, ou que je ne l'aime pas. Euh, et donc j'étais ravi de me dire, bon, le thème, ok, ça changera pas et je l'aimerais pas plus, mais peut-être que Flavien, tu vas changer d'avis et tout, et qu'en fait tu vas prendre du plaisir à jouer à Ark Nova. Et bah en fait, en tour par tour, comme dit, ça disparaît un petit peu parce que tu t'as pas le temps trop de t'ennuyer, mais ma partie en temps réel m'a fait finalement confirmer mon sentiment qu'il y a des bonnes idées, mais dans l'ensemble, c'est trop long pour ce que ça offrait en termes de sentiment de jeu, quoi. Mais je suis ravi, enfin moi je suis toujours ravi de réessayer des jeux que j'aime pas, parce que, notamment des jeux qui sont aimés, parce que on peut passer à côté d'un truc et tout, et que c'est important de savoir mettre des mots et des raisons pour lesquelles on n'apprécie pas en fait un jeu. Boast or Nothing, c'est un jeu de pli, must follow, donc on doit suivre, qui est un jeu qui est sympa, qui est pas non plus inoubliable. C'est pas le meilleur jeu de pli que j'ai découvert ces derniers temps, donc de Yeon Min Jung, illustré par Mr. Misang et chez Hager Games. C'est un jeu où il y a 3 couleurs. C'est un système. Je le fais très peu quand j'ai détesté. Alors The Walls, ça m'attire pas du tout. Wingspan, moi, je pense en plus Wingspan. Le problème de Wingspan, c'est qu'il y a plein de parties qui peuvent être ratées. Je pense trop pour le jeu, pour le bien du jeu. En fait, il y a une dynamique qui fait qu'il y a des parties vraiment chiantes, je trouve, dans Wingspan. Et où pendant toute la partie, en fait, bon, la dynamique est pas la même que dans Ark Nova. Mais moi, tu vois, il y a plein de moments où effectivement, t'es là et tu te dis, en fait, t'avances pas et t'arrives pas à trouver l'alchimie et tout. Et ça reste quand même le cas un peu trop souvent. Sur un cinquième, un quart des parties. Mais quand ça marche super bien en fait. Mais le truc c'est que ça marche pas tout le temps. Et c'est un peu frustrant. Et du coup en fait tu peux facilement passer à côté je pense. Malheureusement. Et moi je le trouve très bien Wingspan mais... Ok, ouais. Bah écoute, tant mieux. Hein. C'est bien d'avoir des retournements comme ça de situation parfois. Donc là il y a 3 couleurs. La couleur maîtresse va changer à chaque fois qu'on va faire un pli puisque c'est la couleur qui vient de remporter le pli qui va être entre guillemets la plus faible. Au tour suivant, donc ça bouge beaucoup. Il y a aussi des cartes qui permettent de passer, qui sont donc celles-ci, qui vont changer un peu, qu'on peut jouer quand on veut, pas que, même si on a la couleur, on peut jouer une carte passée. Et alors le but, c'est un jeu de pli qui est pas mal, je pense, pour découvrir des petits twists de jeu de pli, notamment le changement de rang de la couleur, parce que c'est assez simple. C'est pas des. C'est quand même dépendant de nos actions, mais bon voilà, c'est un jeu de 3 à 5, je crois. Et en fait, le truc, c'est que c'est la première personne arrivée à 5 points qui gagne. Alors, en tout cas, dans les modes de jeu que j'ai fait. Et que pour gagner des points, il faut soit faire 0 pli. Alors, on fait pas des milliers de plis, hein. C'est un jeu assez rapide, je sais plus combien on en a quand on joue à 4. C'est un jeu vraiment très très rapide à jouer sur Android, là en 5 minutes c'est fait. Et c'est assez accessible en termes de comprendre les enjeux. Ça révèle vite ses limites, c'est-à-dire qu'on en fait assez vite le tour quand même. Et donc ouais, je disais, les points on les marque que si on n'a fait aucun pli, dans ce cas-là on marque 2 points, ou si on en a fait 2. D'où le Boast or Nothing. Si on fait un pli ou plus de 2 plis, on marque 0 points. C'est pas le seul jeu à faire ça, c'est pas un twist extraordinaire, mais c'est voilà, ça marié à la différence, aux variations de couleurs, les maîtresses et tout, c'est plutôt cool. Je crois que par contre on connaît toutes les infos petit à petit, c'est-à-dire qu'il y a 2 cartes qui sont écartées au début, mais on les connaît. Donc petit à petit il y a aussi un côté card hunting qui se met en place, même si moi j'y suis nul. C'est pas mal, c'est loin d'être un jeu de pli vraiment majeur pour moi ces derniers mois. En termes de sensations de jeu, comme dit, je trouve qu'on en fait vite le tour et que les petits twists qu'il y a, mais c'est un bon premier jeu pour s'éloigner du jeu de pli classique. Et qui a aussi un truc qui est vraiment chouette, c'est que si on arrive 2 à 5 en même temps, ou 3, enfin peu importe, en fait on peut, il y a le côté un peu comme au ping-pong, vous savez, 2 points d'écart ou je sais pas quoi, et c'est pas 2 points là, mais c'est juste qu'il faut qu'il y ait une personne qui gagne, il n'y a pas d'égalité, et donc là se met en place une tension forte, parce qu'on est tous les deux à 5,
Et là, tu sais qui est ton ennemi, mais en même temps, derrière, si t'en as 3 ou 4, il peut remonter s'il gagne 2 points. Et les fins de partie comme ça, où t'es vraiment tendu, ça c'est très chouette. Le reste est plus oubliable, mais c'est pas mal. Faut juste savoir que j'ai joué sur Android, il est trouvable gratos sur iOS aussi, je crois. Vous cherchez Trickster Table, je vous le mets dans le chat, et je vous le mettrai dans la description si j'y pense. Trickster Table, vous cherchez ça sur le Play Store, et vous pourrez trouver, alors il y a Buster Nothing où il a eu les droits de le porter. Le développeur fait ça, il a un Patreon, il partage les gains du Patreon avec les auteurs ou autrices des jeux. Pour l'instant, il n'y a que Buster Nothing. Mais vous pouvez du coup l'essayer, alors c'est juste à 4. C'est que à 4 qu'on peut jouer, alors que c'est un jeu de 3 à 5. Ça va peut-être évoluer, je ne sais pas. C'est contre l'IA uniquement. Et il y a aussi, et c'est de ça dont on va parler très bientôt, les meilleurs jeux de pli pour moi, je finis juste là-dessus et je te le dis après. Il y a aussi Yokai Septem, mais la version à 2 uniquement. Sinon, je vais en parler, mais c'est un jeu à 4 en équipe. Il y a une version à 2 qui a été développée par Sean Ross, qui est l'auteur de d'Ikori, qui fonctionne plutôt bien. Et je vous parle après de Yokai Septem, mais il faut du coup, pour jouer à Yokai Septem à 2, s'inscrire à la bêta sur le Play Store, sur Android. En tout cas, vous pouvez dire s'inscrire à la bêta, et dans ce cas-là, vous avez accès à la version en développement de Yokai Septem, qui est mieux que Buster Nothing. Spoiler. Les meilleurs jeux de pli pour moi. Alors, faut savoir que moi j'ai grandi avec le tarot et la belote. Récemment, il y a The Crew évidemment, qui sa coopération et sa communication contrainte, c'est absolument génial. Qui en plus a connu quand même une large reconnaissance et qui est facile à trouver. Sinon, je vais rester vraiment dans les jeux de pli, pas partir dans l'escalade ou la défausse. J'aime beaucoup Shamans, même si j'y ai pas joué autant que je voudrais, mais qui est ce jeu à identité secrète et en équipe, et qui en plus c'est du may follow, on n'est pas obligé de suivre, c'est vraiment cool. Récemment, j'ai découvert donc 99 de David Parlett, qui est absolument génial, qui est sur BGA, qui peut se jouer avec un jeu de 52 cartes classique. Qui est vraiment très bien, avec un pari cool. Ouais, c'est The Crew, ouais, c'est... Alors The Crew, mine de rien, c'est pas si facile que ça, parce que nous on a plein d'habitudes de jeux de pli, et donc, mais pour des gens qui n'ont pas l'habitude du jeu de pli, c'est vraiment compliqué. Donc je disais, ouais, 99, qui pour moi est vraiment une surprise super ces dernières années, enfin ces derniers mois. Là, j'en ai parlé dans mes vidéos des découvertes de mars. Donc là, t'en as déjà quelques-uns. Récemment, j'ai aussi découvert Nokosu Dice, qui est un jeu de pli avec pari, un peu dans la lignée de 99, mais où il y a en plus des dés qu'on va drafter au début et tout, et qui est vraiment cool. Pour le coup, un peu plus difficile à émuler. Il y a également Schadenfreude que j'ai découvert récemment. Tout ça, j'en parle dans mes vidéos de découverte sur YouTube si jamais, un peu plus en détail. Mais Schadenfreude qui a un démarrage un peu longuet, qui a quelques défauts ici et là, mais où il y a un sentiment de faire exploser l'autre qui est vraiment très cool. Le twist principal, enfin il y a 2 twists, c'est que c'est... Enfin il y a plus de twists que ça, disons. Le twist principal, c'est que la partie s'arrête dès que quelqu'un dépasse 40, cette personne a perdu, ou ces personnes, s'il y a plusieurs personnes qui dépassent 40, et à ce moment-là, il faut être le plus proche possible de 40. Et ça crée plein de dynamiques que j'adore. Donc voilà, ça en fait déjà quelques-uns. Donc Schadenfreude, pas facile à émuler, et si vous voulez le faire venir 50 balles pour un jeu de cartes. Nokosu Dice, The Crew, Shamans, 99. Et je reparle après aussi d'autres jeux que j'ai découverts là. Et comme dit Buster Nothing, j'aime bien aussi... et Jekyll vs Hyde, j'ai pas cité Jekyll vs Hyde. Jeu à 2 asymétrique, incroyable au niveau de la thématique et tout, c'est absolument génial. Jekyll vs Hyde, jouez-y. Je dis ça parce que je vois le Renard des Bois que j'aime moins, qui est aussi un bon jeu à 2. Cat in the Box, j'ai pas encore eu l'occasion d'y jouer, mais ça m'a l'air très bien. Voilà. Ça c'est bien aussi, Claim. Faudrait qu'un jour je fasse un truc spécial jeu de pli, parce qu'il y en a vraiment plein qui sont très cool. Et encore là, je ne parle que jeux de pli. Et il y a aussi des jeux de défausse qui sont super. Mais disons que Buster Nothing, c'est pas le meilleur du tout. C'est pas le plus original. C'est pas celui qui va. Mais c'est bien pour aller de... Ouais, ok, je connais les mécaniques de jeu de pli, de la dame de pique et tout. Ah, là, la couleur maîtresse va varier. Ah, là, il va falloir que je fasse soit 2 plis, soit 0. Voilà, ça rajoute un petit twist qui, quand tu connais déjà bien les jeux de pli,
Non, j'ai pas encore essayé Mu. Il paraît que c'est assez cool. Mais pas encore pu essayer. Mais ouais, du coup, je pense que c'est un... Quand tu connais déjà cet univers-là, effectivement, tu dis ok. Mais par contre, si tu débutes dans le jeu de pli, je pense que c'est pas mal pour commencer. Plus qu'un Oko Sudais ou qu'un Schadenfreude qui sont vraiment un peu plus arbi. J'ai redonné des chances à Andorre. Andorre, j'ai refait la légende 1, c'est un jeu que j'ai depuis à peu près sa sortie, ou pas loin après, qui avait été récompensé et tout par un Asdor et compagnie. Qui en fait, c'est de Menzel, et en fait, il avait cette proposition de éviter les règles, donc avec des cartes qui rajoutent des nouvelles règles et tout, une démarche assez intéressante de ce point de vue-là. Mais j'ai jamais accroché à Andorre, et là je revends pas mal de jeux pour cause de déménagement, là je sais pas si on le voit derrière, je crois pas, mais il y a beaucoup de cartons, ce qui fait que peut-être pendant un temps il n'y aura pas d'hebdo J2S, on verra, ça dépendra d'internet. Mais donc pour revenir sur Andorre, j'ai envie de le revendre. Le problème pour la revente qui m'emmerde un peu, il faut que je le mette sur Ocasio, mais c'est que j'avais acheté la légende de Garde Étoile qui est une extension, mais j'ai viré la boîte de l'extension pour tout mettre dans la boîte de base. Et je sais que c'est des trucs que certaines personnes n'aiment pas, il faut juste que je le précise sur Ocasio, et donc comme il faut que je fasse une précision dans l'annonce, ça me fait chier. Voilà. Mais donc je me suis dit, vas-y, c'est l'occasion, redonne-lui une chance. Donc j'ai refait la légende 1, et j'ai le même avis qu'il y a 10 ans. Pour le coup, c'est que je trouve ça vraiment nul. Parce que c'est pas un jeu d'aventure, c'est un jeu où c'est un puzzle, où tu vas uniquement essayer de calculer, d'optimiser un truc. J'y ai joué en solo, mais en solo en jouant 4 persos, quand même. Je sais que c'est peut-être pas la meilleure expérience et tout. C'est un jeu où il peut y avoir un énorme effet leader. Alors en solo, j'étais le leader face à moi-même, donc ça allait. Et c'est vraiment un jeu où c'est un petit puzzle où on peut tout calculer à peu près au début pour se dire ok, pour réussir ma mission il faut que je fasse ça. Il y a quelques imprévus qui sont par exemple les jetons brouillard, que ça c'est pas la pire des idées, c'est pas mal. Le système de scoring, enfin de évolution des personnages, pourquoi pas. Mais là-dedans, donc dans ce côté très puzzle, moi j'aime pas les jeux coop à information quasi totale et où tu peux entre guillemets résoudre dès le début et où en gros c'est de l'optimisation plus que là il n'y a aucune histoire, enfin c'est vraiment quelconque. Et là-dessus tu rajoutes un système de combat qui est complètement random. Effectivement tu as le combat plusieurs et tout qui te permet de maîtriser un peu plus le truc et tu en as besoin de ce scénario là pour les Skrulls. Mais sinon, enfin, c'est tellement n'importe quoi le système de combat, alors t'as plein de petits moyens de le maîtriser et tout, mais ça reste quand même du gros random, et des fois tu passes des tours et des tours à faire le truc, et en fait, du coup, un truc qui est entièrement dans l'optimisation, bah en fait, est complètement fait punitif bêtement par ce système de combat qui peut te punir, alors qu'en fait, bah juste t'as bien résolu le puzzle, mais bah, les lancers de dés ont voulu que, et c'est pas intéressant en plus, le système de combat n'est pas intéressant, donc voilà, je lui ai redonné une chance. Peut-être que j'essaierai quand même une autre légende, mais j'ai trouvé ça de la même manière que quand j'avais découvert, assez nul. Yokai Septet, donc je disais, à la base c'est un jeu à 3 ou 4, notamment à 4, qui est en fait un jeu par équipe, qui est 2 contre 2. On est dans du jeu de pli justement, et celui-là je le recommande pas mal. Peut-être dans 10 ans pour Andorre. Alors son petit truc c'est qu'il y a 7 couleurs qui ont donc vous le devinez, beaucoup autour de 7. Donc 7 couleurs, chacune de 7 cartes dont les valeurs vont de l'As au 7, puis du 2 au 8, du 3 au 9, etc. Faut savoir que ça, il n'y est pas dans l'appli 7 de jeu, ce qui est un peu dommage. Parce que donc c'est dans la même appli que je vous parlais, la Trickster Stable. Vous pouvez le trouver donc dans sa version de joueur en vous inscrivant à la bêta. Et donc, là-dedans, donc on est avec un partenaire, et on joue moi, un adversaire, mon partenaire, mon adversaire. C'est un must follow, donc je dois jouer une carte de telle couleur, il y a un atout, il faut suivre à la couleur si possible, sinon on peut soit couper à l'atout, soit pisser. Voilà, en gros. Et faut savoir que donc les 7, qui est la seule valeur qui est dans toutes les couleurs, on essaye de les récupérer. Pourquoi ? Parce qu'ils rapportent des points. Je sais plus à combien de points on gagne, quand on joue à 2 c'est à 7 points, je sais pas si c'est à 7 points aussi dans le reste, qui aurait du sens par rapport à la valeur 7, mais... et donc il y a par exemple, alors le 7 noir, je sais plus combien il vaut, enfin voilà, le 7
violet il vaut 1, le 7 rose il vaut 1, etc. etc. Faut savoir donc que si on gagne les plis avec les 7, eh ben on va marquer ces points là, et si on a récupéré, alors je sais pas comment c'est en... sachant que si c'est l'atout, par exemple si c'est le rouge l'atout, le 7 d'atout vaudra 0. Juste je sais plus si c'est, en tout cas à 2, c'est si on a gagné 4-7, et bien fin de la partie on score nos points, notre équipe score ses points. 4-7 avec mon partenaire, hein, pas chacun, ce qui est impossible puisque de toute façon il y a que cette couleur. Mais si à nous deux on a gagné 4-7, et ben paf, on gagne les points qui sont dessus. Ce qui peut être peu, hein, si jamais on a... ou beaucoup. Ça c'est le premier truc. Par contre, si on fait X plis, je sais plus combien c'est à 4, je pense que c'est peut-être 7 plis, je sais plus. À 2 c'est 13 plis, je pense que ça doit être 7 plis à 4. Si on fait 7 plis sans avoir atteint, enfin si une équipe fait 7 plis sans avoir les 4-7, dans ce cas la fin de la manche aussi, c'est l'équipe adverse qui score les 7 qu'ils ont mis de côté plus les 7 qu'ils ont en main. On fait ça jusqu'à ce qu'une équipe ait X points. Et c'est vachement bien. À 2 c'est très différent. En fait c'est vachement bien parce qu'il y a plein de petits trucs et tout. J'aime bien les jeux de plis par équipe. Il y a cette notion là qui est difficile à retenir en fait. Il y a une petite aide de jeu, enfin il y a une petite aide visuelle sur les cartes qui est moins précise en fait que celle-ci. Qui là vous voyez, on sait que le 7 bah, il se situe là, ça veut dire que le noir ça va sûrement de 5 à 11, bah, c'est écrit là. Voilà. Sur mon jeu sur Android, il n'y a pas cette précision là qui est quand même bien. Bon, les visuels j'aime bien moi, c'est le côté yokai et tout cool, c'est chargé, mais j'aime bien. Donc eux c'est les boss yokai, hein, un peu les 7. Donc ça c'est la version A4 qui est effectivement la version principale créée par l'auteur. Il y a une version A3, il faut savoir que celui-là il est sur BGA aussi. C'est donc, moi j'ai joué à la version A2 qui est développée par Sean Ross, qui a été approuvée par les auteurs, et qui est vraiment différente, et elle est pas mal. Hein. Je pense que c'est mieux à 4, hein, mais que la version A2, est-ce que je vais vous trouver une illustration de ça? C'est pas dit. En fait, ça prend le... Non, je suis pas sûr que je vous trouve l'illustration du jeu A2. Hein. La différence, c'est que on va avoir en fait des cartes face visibles, donc des informations ouvertes qui vont recouvrir des cartes face cachées, un peu comme dans un Seven Wonders Duel, ou dans d'autres jeux, mais ou dans un Mahjong, quoi, enfin, je crois, en tout cas. Et donc, en fait, quand on va, ou dans un Sigil, plein de jeux, quand on va utiliser des cartes qu'on a visibles, et que des cartes en dessous vont se retrouver libérées, on va les retourner face visible, on pourra alors les utiliser. C'est cool parce qu'on a nos informations cachées. Alors sinon le système des 7 et tout fonctionne pareil, sauf que c'est pas les mêmes exactement les mêmes valeurs qui vont mettre fin à la partie. C'est cool comme système parce que ça fait beaucoup d'inconnus, de moins en moins. On va en plus écarter un peu des mains de nos cartes, des cartes de nos mains au début de la partie. Il y a le fait qu'en fait on peut se faire des coupes qui vont plus être des coupes, et ça c'est rigolo parce que du coup on a effectivement une coupe, on peut se créer des coupes et tout, par exemple je vais pas avoir de noir, mais peut-être que j'ai des noirs cachés, mais jusqu'à ce que je la retourne, ben, j'ai une coupe. Et ça c'est intéressant en termes de dynamique et d'évolution du jeu. Donc ouais, une bonne version à 2, franchement je trouve ça cool, et on arrête dès que quelqu'un a 7 points. Alors l'IA est un peu limitée, elle fait parfois des mouvements un peu absurdes, c'est encore en développement, donc j'espère que ce sera mieux dans le futur. Mais si vous avez l'occasion d'essayer à 2 pour voir un peu le système, après moi j'ai hâte d'y jouer à 4, vraiment, pour le coup, de me le prendre. Bon, voilà, vous voyez là, bon, c'est un jeu de cartes, hein, donc 40 € c'est un peu cher, en plus c'est aux États-Unis donc laisse tomber. Mais très bon jeu de pli, très bonne découverte pour le coup, bien mieux qu'un Buster Nothing à mon goût. Donc si vous avez l'occasion, ça fait partie des jeux de pli que je recommande aussi. Donc j'en ai fait beaucoup, hein, parce que celui-là à 2 il se joue aussi en 5-6 minutes. Hein. Ça dépend hein, des parties, mais un petit peu plus long que Buster Nothing, mais pas beaucoup plus. Donc là, vous allez en voir beaucoup, je pense, dans les semaines à venir. Hein. Est-ce qu'on a d'autres choses? C'est pas dit. Si, Kariba, on a fait 2 parties que j'ai gagnées, qui sont toujours cool. À 2, c'est ce jeu de Knizia, c'est ma config de jeu préférée, à 2. Je le trouve toujours aussi sympa. Ah, bah si, voilà, un nouveau.
Spades, aussi appelé, je crois, à tout pic en français, si je dis pas de bêtises, qui est un jeu de pli vieux, hein, mais qui est super. Enfin, il est vraiment bien. Voilà, c'est un vieux jeu et tout, donc en fait, il y a plein de trucs aujourd'hui qui existent qui, à mon sens, sont plus intéressants, mais en vrai, celui-là reste tout à fait agréable. Pareil, j'ai joué aussi sur Android. Celui-là, bon, voilà, vous utilisez un jeu de cartes classique. Et celui-là, donc, c'est un jeu par équipe également, où l'atout, ben, c'est pique, hein, comme l'indique son nom, et où qu'on n'a pas le droit de jouer tant qu'on n'a pas, enfin, on peut pas ouvrir à pique tant que ça n'a pas été coupé à pique. Et où il y a une question de pari, par équipe, donc je vais parier par exemple 2, mon partenaire va parier 3, on devra faire 5 plis. Si on fait pas 5 plis, en fait si on fait 5 plis on va gagner 50, 10 par pli prévu. Si on fait moins de 5, on va perdre 50. Donc il y a quand même une punition de ce point de vue-là. On peut aussi parier sur le fait de faire 0, auquel cas, si on arrive à ne faire aucun pli, nous, hein, pas notre équipe, mais nous, personnellement, on va faire plus 100 points, donc c'est quand même un gros bonus. C'est pour ça que là, la personne dit c'est une bonne carte pour parier nil, pour parier le fait de faire aucun pli. Juste, j'aimerais trouver des images. Il y a également la partie finie en gros quand on a atteint X points. Moi je joue en 500, mais bon, ça c'est paramétrable et ça doit dépendre des variantes et tout. C'est aussi des jeux qui ont plein de variantes évidemment. Juste, il y a un truc qui est vraiment bien dans Space. Moi j'aime bien les jeux par équipe, hein. J'ai dit que j'ai joué beaucoup à la belote au tarot plus jeune, c'est des sentiments que j'aime bien. Là je joue avec des IA hein, pour le coup, donc voilà. Même si là pour le coup l'IA joue un peu mieux que dans UKC peut-être. Le truc que j'aime bien dedans, c'est que si on dépasse son pari, donc si par exemple on a parié 5 et qu'on fait 7 plis, à nous deux, on va gagner les 50 plus 2, 52 points, parce qu'on a fait 5 et plus 2 plis. Donc on gagne 2 points bonus. Et on pourrait se dire, ouais, bon, bah alors c'est nul, autant parier à chaque fois un peu moins, et puis au pire, t'as des bonus. Le truc, c'est que en fait, si tu fais 7 plis alors que tu avais parié 5, les 2 points tu vas les gagner, mais ça va te faire 2 sacs de sable, c'est comme ça qu'ils les appellent. Et si tu atteins 10 sacs de sable, donc ça veut dire que si au cours de la partie il y a 10 points de plus que ce que tu as parié, tu vas perdre 100 points. Donc faut quand même essayer de se rapprocher de son objectif, parce que si tu le fais trop souvent, bah en fait tu vas perdre 100 points qui vont peut-être te mettre dans le mal. Alors parfois ça va parce que ça allait, mais si t'as fait un nil ou quoi, ça compense. Mais cette mécanique précise, c'est vraiment ça que moi j'aime bien. C'est parce que finalement les jeux où il faut parier et tout, c'est assez classique. Les jeux d'équipe aussi, le système de jeu avec son atout, c'est du déjà vu. Alors, encore une fois, c'est un jeu des années 30. Hein. Mais vraiment ce système de, si je dépasse mon pari, j'accumule petit à petit un truc qui va me retomber sur la tronche, c'est une espèce d'épée Damoclès, je trouve ça plutôt cool. Donc ouais, plutôt recommandable en tout cas. Un classique pour de bonnes raisons. Et se joue à 4. Hein. Il y a peut-être des variantes autrement, mais on a rejoué aussi à Tussimusi, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas joué. C'est un jeu qui est sorti l'année dernière, que j'aime bien, moi, de Hargrave, donc on parlait de Wingspan tout à l'heure, c'est l'autrice de Wingspan. Moi j'ai la version Yellow, hein, qui n'est pas celle-ci, mais c'est pas un jeu mémorable, c'est un jeu de I Split You Choose assez classique, qui est une mécanique, moi, le I Split You Choose, que j'aime beaucoup, et où on va essayer de faire... En fait, c'est surtout que les manières de scorer sont pas ultra intéressantes, quoi. En gros, on va se faire une composition, il va y avoir dedans des souvenirs et un bouquet, il va y avoir quelques points sur les cartes, plus des conditions de tu vas gagner de X cartes par fleur violette, etc. Et le I Split You Choose, juste on propose une fleur face visible, une fleur face cachée. Donc il y a un peu ce côté-là qui est sympa. Ça va pas beaucoup plus loin, mais c'est un jeu que j'ai plaisir à sortir régulièrement, malgré tout. Et du coup, on s'est dit, allez, on va refaire un peu des Game Mini de chez Yellow. Donc celui-là, c'est tout là-haut de David Short. Faut savoir que ça réimplémente Master Express, donc avec des illustrations de Dutrey, qui est un autre style visuel, hein, disons. Que pas le meilleur de la gamme mini. Hein. C'est vraiment un jeu assez jeunesse.
où ben, il y a un côté un peu draft et où on va essayer, on doit faire grandir sa cabane, c'est magnifique par contre. Et même d'un point de vue de la mise en scène, je trouve ça vraiment très très chouette à regarder à la fin et tout. Euh, et c'est quelqu'un qui est pas le plus grand fan de Dutrey qui vous dit ça, ou qui peut avoir tendance à se lasser de ses dessins. Mais c'est super beau, et ouais, enfin il y a un côté nostalgique de la cabane dans les arbres, quoi. Et à la fin, tu mets ton petit drapeau qui ne sert à rien sauf à être esthétique. Et j'aime bien. Il y a un côté, ouais, Castor Junior un peu et tout, que je kiffe. Euh, ouais, After Us, ouais, ça m'a pas l'air passionnant par contre, hein. Je suis pas un grand fan des travaux de Syriax en général. Mais effectivement, c'est très beau. Je suis d'accord. Euh, Et ouais, donc le principe c'est un petit draft et en gros on va essayer de placer nos cartes soit en combinant la couleur, soit en combinant la valeur. Donc là au-dessus du 3, là il y a eu un bleu qui a été mis mais ça aurait pu être un 3 d'une autre couleur. Et si possible aussi en essayant de faire une suite de couleurs plus longue que les autres pour marquer des points bonus. Et là à la fin on marque les points qui sont sur les cartes. Il y a une version un peu avancée où il y a des petits objectifs en plus qui amènent un tout petit peu mais qui ramènent pas grand chose. Voilà. C'est pas inoubliable hein, en termes de game design, c'est magnifique par contre, c'est très... j'aime beaucoup, comme dit encore une fois, la scénographie du truc. Bon, c'est mon premier jeu de draft, quoi. Voilà. C'est pas... ouf. Et au-delà de Spades, donc de l'as de pique, à tout pique, j'ai redécouvert, hein, je connaissais quand même un petit peu, mais j'avais dû jouer tout jeune sur Windows, la dame de pique. Qui est donc Hearts en anglais. Et en fait, je crois que pour ne pas trop en dire, mais on a enregistré un proxy jeu dimanche, et j'ai passé mon temps à appeler ça Hearts, alors qu'en fait, les gens le connaissent sûrement plus sous le nom de la Dame de Pique, qui est un jeu de pli, cette fois-ci individuel, on n'est pas en équipe, et où, alors, celui-là il est encore plus vieux, hein, vous avez vu la date, c'est du 19e, donc 1850. Donc là, typiquement, on est vraiment dans le jeu de pli traditionnel, où ben, le cœur c'est l'atout, on a comme dans... pas crédité, oh, ouais, pour le coup, je pense que juste on sait pas qui a inventé ça et que c'est en plus une évolution d'un autre jeu tradi, donc je pense que c'est pas... Enfin, peut-être qu'il y a aussi mon cher... Ah, ok. D'accord, ok. J'avais pas saisi l'ironie du truc. Et donc, la dame de pique, donc ça se joue avec un jeu de cartes classique. Donc, comme dans Atout pique, on peut pas jouer à cœur tant qu'il n'y a pas eu une coupe à cœur. Il y a aussi, on passe des cartes aux adversaires, selon le round, on passe à gauche ou à droite ou en face. Bon, pour le coup, celui-là, on s'en lasse quand même assez vite, puisque, en gros, là, c'est plutôt du trick avoidance, donc on va éviter de prendre des plis, sauf quand, effectivement, on n'a pas envie, enfin, on s'en fout du pli. On va pas gagner des points par pli ou quoi, c'est juste que chaque cœur fait perdre un point. Et la dame de pique, qui donne son nom, finalement, au titre français, vaut 13 points. Donc il y a 13 cœurs, plus la dame de pique, donc on peut prendre jusqu'à 25 points. Alors vous allez dire, mais elle est nulle en maths, 13 et 13, ça fait pas 25. Mais on peut perdre donc jusqu'à 25 points, et donc là c'est en 100 points en général, la personne qui dépasse 100, ça met fin à la partie, et le but c'est d'avoir le moins de points possible. Le truc qui est vraiment le plus intéressant du jeu, c'est que si on arrive à prendre tous les cœurs plus la dame de pique, à ce moment-là c'est tous les autres qui prennent 26 points, et nous on prend rien. Et c'est vraiment les parties les plus intéressantes où tu vas essayer de shoot the moon, c'est comme ça qu'on l'appelle en anglais, de viser la lune. Je sais pas s'il y a un terme en français autre, mais où vraiment, effectivement, tu vas essayer de te... Alors c'est difficile, et ça a inspiré, c'est sûrement pas le premier jeu à faire ça, mais ça a inspiré plein de jeux qui, effectivement, visaient 0, pli, machin, et qui est en fait un truc qui va rapporter beaucoup, mais qui est facile, entre guillemets, à contrer, et où il suffit de pas grand-chose pour que tu n'arrives pas à shoot the moon, justement. En dehors de ça, je vous avoue que la dame de pique, bon... les choix, en fait, sont assez évidents à chaque tour, donc c'est pas non plus passionnant. Alors effectivement, il y a si des choix dans qui tu vas pourrir et tout, par rapport au score des autres. Voilà, bon, je suis content de l'avoir redécouvert, parce que je pense que j'y ai joué, mais comme dit, il y a très très longtemps. Celui-là, c'est vraiment mon premier jeu de pli,
pour le coup. Enfin, c'est vraiment très accessible. Avant de jouer à Boss or Nothing, vous jouez à ça, même s'il y a ce petit twist là, effectivement, du Shoot the Moon. Mais voilà, bon, je suis content de l'avoir découvert. C'est un classique, disons. Je crois qu'on a fait à peu près le tour. Est-ce que j'ai joué à d'autres trucs aujourd'hui? Je ne crois pas. J'ai regardé sur... enfin, hier plutôt. Aujourd'hui non plus. Et hier, si, tiens, j'ai rejoué à ça avec Paul Gara, pour le coup, le tunnel sous la Manche. Que pour l'anecdote, hop, j'ai reçu ce matin. Ce jeu chez Ori Games qui est dans la veine des 19XX et qui est plutôt cool. C'est un jeu à deux uniquement, alors pas le meilleur jeu qui soit, pas un jeu à deux mémorable ou quoi, mais un jeu de pose d'ouvrier avec un peu de blocage, quand même un peu de tension mais pas non plus trop, avec à chaque fois comme d'habitude des petites explications thématiques et tout dans le livret de règles, plein de petites actions pas très compliquées mais plein de petits choix et tout à faire. Alors hier j'ai gagné assez largement parce que Paul Gara y avait jamais joué et moi si, donc en fait le jeu te donne l'impression, je trouve une image, le jeu s'arrête quand un pays a entièrement foré de son côté, et foré, le truc la foreuse quoi, puisque c'est le tunnel sous la Manche. Est-ce que... Je vais retourner sur les images, vous trouvez l'image globale. Le jeu laisse à penser en fait, quand tu le vois, que ce qui va être important c'est justement de forer plus vite que l'adversaire. Ce qui est vrai parce que tu as des points bonus quand tu arrives au milieu avant l'autre. Mais en vrai, il y a beaucoup de points qui sont gagnés grâce aux cartes. Et moi, ça, pour le coup, enfin, j'avais cette habitude-là parce que c'était ma 3e ou 4e partie. Donc, tu le sais assez vite. J'aime bien le système de pose d'ouvrier avec une espèce d'enchère, puisqu'il faut poser tous les pions d'une couleur et plus de pions que ce qui est déjà posé. C'est vraiment un jeu sympa, je trouve. Pas inoubliable, mais sympa. Donc voilà pour ce qui est des parties de la semaine. N'hésitez pas à me dire ce à quoi vous avez joué récemment. Zoidberg, tu pourras me faire un retour sur After Us une prochaine semaine, si tu veux. Que ce soit donc, dans le chat ou sur les commentaires ou quoi, vos parties de la semaine. Nous on va passer du coup, je dis pas de jeux vidéo, on va passer du coup au hors-jeu. Hors-jeu uniquement des bandes dessinées, encore une fois, cette semaine. On va commencer par Real, hein, de Takehiko Inoue, dont je vous ai parlé il y a quelques semaines / mois pour Slam Dunk, que j'avais découvert et que j'avais trouvé merveilleux. Grand truc, Slam Dunk, incroyable. Et donc ça, on retrouve le monde du basket. C'est une série qui, pour le coup, celle-ci n'est pas finie encore. Il avait fait une grosse pause de plusieurs années, il a repris vers 2020. Donc bon, j'espère pouvoir continuer à un moment ou à un autre, parce que clairement c'est pas fini du tout. Et donc on retrouve le basket de Slam Dunk, mais aussi le monde du handicap pour le coup, puisque il y a Nomiya qui lui fait du basket et est valide, et il y a plein de personnes qui, par des circonstances diverses et variées, se retrouvent en fauteuil roulant et incapables à divers niveaux de se mouvoir et de jouer au basket. Ou de faire du catch pour certains, enfin bref, plein de trucs. Et donc se pose la question de faire du basket en fauteuil. Et à quel niveau? Alors il y en a certains, ils découvrent, il y en a d'autres, c'était dans le basket avant. C'est vraiment des parcours différents qui mènent à tout ça. Et c'est vraiment leur parcours de tout ce qui est quand tu refuses. Enfin, ils deviennent pas handicapés aussi pour les mêmes raisons et de la même manière, donc psychologiquement c'est bien traité aussi cette différence de trajectoire. Évidemment ça passe par le rejet, la pression d'être nul, comment trouver un objectif, pourquoi ne pas renoncer. C'est traité de manière, je trouve, assez... ça date de 99 et assez bonne. Je suis pas du tout un expert là-dessus ni rien, et je suis pas quelqu'un de concerné, donc c'est sans doute pas moi qui ai l'avis qu'il faut prendre le plus en compte, mais ouais, c'est vraiment encore une fois des super personnages, il sait bien les faire, ces personnages, encore une fois une mise en scène qui est très très réussie dans les matchs de basket et tout, donc vraiment ouais, très 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 cool. Un petit peu en dessous de Slam Dunk, je trouve, en termes de... Je trouve les personnages peut-être plus réussis que dans Slam Dunk, plus variés aussi, et plus creusés, mais
Après, la dynamique de Slam Dunk et tout, et notamment la fin et tout, est super puissante. J'espère juste que effectivement ça finira peut-être un jour. En tout cas, j'ai beaucoup aimé. Si vous avez l'occasion, découvrez-le, c'est vraiment très bien. Et 2 BD franco-belges que j'ai ici. Hop. Qui sont les donjons qui sont sortis là de donc Donjon Zénith d'abord, la Formule incantatoire donc de Trondheim, Sfar et Boulet, qui est un peu une des séries principales, et Donjon Monsters, pas Master, qui est le 17ème, qui lui est plutôt plus mineur entre guillemets comme série, qui a un héritage trompeur, où là cette fois on a Trondheim et Sfar, mais Bertrand Gatignol au dessin. Et alors le Monster, je le trouvais assez dispensable. Alors ces dernières années, hein, moi je suis passionné de donjons de manière générale, je trouve que c'est un univers incroyable, mais je trouve que c'est assez inégal la production. Celui-là est assez quelconque, je trouve, un peu fouillis en plus. Le travail de Gatignol est bon, là-dessus pas de souci, notamment c'est qui a fait la couleur, c'est lui et Walter, et tout ça est plutôt chouette. Après l'écriture et le déroulement et tout, je le trouve, c'est un peu bordélique, ça va un peu nulle part. Je trouve que c'est pas très mémorable. Même les personnages qu'on connaît et tout, il n'y a pas spécialement d'attachement. J'ai trouvé que pour moi un des pires que j'ai lu, je pense, de Donjon. Donjon Zénith, le tome 10, alors le tome 9, L'Armée Brouillard, Salut pauvre, était sorti et était très bien. Celui-là est un peu en dessous, alors il est quand même mieux que le Monsters. Là aussi on retrouve évidemment les personnages qu'on connaît, donc là c'est le trait de Boulet, hein, donc, qui est un habitué de la série, donc toujours très bien au niveau du dessin. J'ai pris plus de plaisir, il y a un peu des trucs contre la religion et tout qui sont rigolos avec les traditions de Marvin qui se fait pénitence en se plantant des coups partout. Reste que, bon, voilà, j'ai préféré L'Armée Brouillard, ça reste assez mineur dans la série Zénith. C'est quand même mieux que l'autre, mais bon, voilà. Voilà pour les hors-jeux. Donjon, je continue de suivre, hein, parce que, comme dit, je suis un grand fan de l'univers de Donjon. Mais voilà, donc si vous avez consommé des trucs culturels cette semaine, n'hésitez pas à me le dire. Nous, on va terminer par une petite partie, en tout cas pour ceux qui sont sur le live. Sinon, on se retrouve pour la conclusion pour les podcasts. Mais nous, c'est parti pour une petite partie. Et donc la petite partie, ça va être Draft and Write Records, un jeu de Draft and Write. Alors on va jouer en solo, donc il n'y a pas la notion de draft. Donc juste, j'essaie de vous trouver l'auteur, c'est Bruno Maciel, c'est illustré par Pedro A. Alberto et c'est par Inside Up Games, donc on parlait un peu plus tôt de Earth, mais on n'est pas du tout dans le même format. Là on est donc dans du truc and write. Draft and write, c'est pas pour rien, c'est parce que quand on joue à plusieurs, il y a du draft. Donc on va choisir une carte, faire son action et passer les autres aux adversaires. Ce qui est plutôt cool, même si c'est pas un game changer. Là en solo, donc il n'y a évidemment pas de draft, donc c'est un peu différent. Et donc dans Draft and Write Records, ça va terminer soit quand, comme dans Welcome, on aura atteint les -20, un peu comme les refus permis de Welcome, soit quand on aura nos 12 membres de crew, donc il y a chanteurs ou chanteuses, des gens aux instruments, il y a les ingé sons et puis les gens plutôt à la composition, etc. Donc si on a les 12, ça finit aussi. Le dernier truc, c'est c'est si jamais on peut pas piocher 2 cartes, ce qui n'est pas le cas dans le jeu à plusieurs, ou si on a fait 6 objectifs, qui sont là les objectifs. Il faut savoir qu'à plusieurs, on a en plus des objectifs perso. Il faut savoir que c'est un jeu qui est passé sur KS, qui est un poil cher, je pense, notamment sa version de luxe et tout, et c'est dommage parce que la version de luxe, c'est ce truc-là où tu peux placer tes petits bonhommes sur leur scène et tout, qui est plutôt cool. Je trouve aussi, alors peut-être que c'est du fait du KS et que ça va évoluer, mais vous verrez que les membres du groupe, parfois c'est les mêmes illustrations, ce qui est assez étrange. À la fois en solo, bon, je peux dire que c'est des jumeaux ou jumelles, soit, mais aussi quand tu joues à plusieurs et que tu as plusieurs fois la même illustration dans des groupes différents, c'est un peu chelou en termes de thématique. Sinon, ce qui est cool, c'est vraiment la thématique, je trouve, dans ce jeu, qui vraiment apporte pas mal. Sinon, on est dans du truc assez classique, donc où quand on joue une action, on va soit placer un nouveau membre d'équipe, par exemple, elle, je pourrais la placer là. En fait, on va faire ce qui est indiqué sur la carte. Soit on va cocher des trucs là, et si jamais on coche, par exemple, le cœur et le micro, on va bénéficier de l'effet qui est au milieu. Et c'est des petits effets en cascade, comme dans plein de trucs and write, qui vont rapporter plein de points.
Là, bah, c'est si on arrive à faire des lignes ou des colonnes, comme dans Super Mega Lucky Box, on va soit gagner des points, soit des bonus. Là, on va pouvoir progresser pour faire des concerts et tout, et débloquer des bonus. Sachant que, comme vous le voyez, il y a des endroits, que ce soit ici, ou là où il y a des petits billets, ben, il va falloir récupérer des billets pour pouvoir débloquer ces emplacements. Là, c'est si on fait des singles ou des albums, on va pouvoir progresser. Là, ça, c'est des trucs d'harmonie. Alors l'harmonie, c'est assez rigolo. C'est en fait, je vais vous donner cet exemple-là. Elle va se faire, quand on place un membre de la team, à la fin de la partie, il va nous rapporter les points qui est inscrit dessus, donc là 1 ou 3. Mais si on arrive à relier les mêmes couleurs, alors il y a un thème. Il y a le niveau, le tune, je sais pas comment on le traduit, le tempo ou le pitch. Voilà. Donc si on arrive à faire en sorte que des voisins, entre guillemets, aient le même truc, c'est qu'ils s'entendent bien, c'est ce qu'on appelle l'harmonie. Et dans ce cas-là, vous verrez qu'on fait comme ça, hop, et ça nous permet de cocher justement une case d'harmonie, etc. Donc on est dans des trucs assez classiques, avec plein de petits combos, des petits enchaînements, des petits bonus ici et là, qui est vraiment porté par le thème, je trouve. Cette idée d'harmonie, ça se prête bien, en fait, le thème s'y prête bien, et c'est assez rigolo. Et à la fin, donc, on marque des points selon notre crew, selon si on a fait des lignes ou des colonnes ici, selon si on a fait des lignes ou des colonnes ici, selon où on est arrivé avec notre bus, selon... là, les singles, c'est single fois album, donc si je fais 4 albums et 3 singles, ça me fait 12 points. Et je soustrais à ça tous les trucs comme ça. À ça s'ajoutent donc des objectifs, où ben, là par exemple, ce serait... Tu veux pas me le... Pourquoi il me le met si petit? Ce serait avoir 5 assets dans la colonne de gauche. Donc c'est ici, je crois, si je dis pas de bêtises, les assets. Ici, c'est réussir à avoir, et ça fait 12 points à la fin de la partie s'arrête si on a 12 objectifs aussi. Là, pour 4 points, c'est avoir ces deux trucs là cochés, donc ça c'est relativement facile, n'importe où. Ça, c'est avoir 3 trucs comme ça cochés. Ça, c'est être allé à... Oh, c'est tout petit, c'est bizarre. Au Nippon, au Budokan et au Stadium. Et à chaque fois, si on arrive à compléter l'objectif, bah, on gagne le petit bonus qui est sur le disque. Voilà. En gros, ça c'est le système. Quand on est à plusieurs, on fait 5... on a 5 cartes, donc on fait du draft sur 4 tours, parce que le vendredi c'est repos, et après c'est le week-end où on peut valider des objectifs perso ou communs. En solo, il n'y a pas d'objectif perso, il y a juste des objectifs communs, et donc en fait, soit on choisit d'ajouter des trucs, par exemple, un de ces deux-là, je choisis de l'ajouter, je défausse l'autre, je pioche, etc. Pour avoir toujours 2 cartes en main, soit je pioche une 3e carte, j'en joue une, sachant que si j'en ai 2 similaires, je suis obligé de jouer l'autre, et là, je peux aller chercher les objectifs. Voilà. Et les remplacer. C'est le principe. Donc là, par exemple, on va pouvoir commencer par jouer cette personne, admettons. Donc celle-ci, je la défausse. Donc ici, je mettrai 3 points. Et ici, le mode est plutôt bien fait. Hein, c'est un mode officiel par ailleurs, pour une fois. Hop, je mets ça. J'ai fait un tour. Voilà. Je repioche 2 cartes. Donc là, c'est des assets, hein, si je dis pas de bêtises. Hein. Je vais vérifier que c'est bien ça, les assets. Tac, 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 harmonie, multiplier, asset, ouais, c'est ça. Donc, j'aimerais bien que un de mes bons membres de groupe s'appelle Cléo et qu'il y ait 5 assets. Pardon. Donc ça, les assets, c'est bien à la fois pour ça et pour ça. Ok. Bah écoutez, on va commencer par le cœur. Je joue ça, donc ici, hop, donc je coche ça. Ça, comme dit, il faut compléter des deux côtés, ça donne le bonus ensuite. Hop, on continue. 2 cartes. Alors, donc là, on va peut-être faire le micro. Ou bien je fais lui. Est-ce que lui, il serait connecté? Non. Si je le mets là, lui en bas, il a du bleu. Et il vaut qu'un point, donc c'est pas ouf. Donc on va plutôt défausser ça et plutôt jouer les doubles micros qui vont être ici, ce qui me permet de compléter ce bonus, ce qui me permet de me mettre par exemple là.
On continue. Tac, tac, tac. Donc là, c'est 2 icos. Donc là, j'ai pas le droit de le mettre là, parce qu'il y a un petit dollar. Je vais peut-être mettre lui ici, ce qui m'est autorisé. Et lui, on va le défausser. Parce qu'il vaut quand même 4 points. C'est pas mal. On va mettre 4, et on va mettre les bonnes couleurs qui vont bien. Tac. Ici, du rouge, du violet et du bleu. Comme dit, au niveau des sensations, il est assez classique, mais j'aime beaucoup son thème. Je trouve que c'est vraiment ça qu'il porte, quoi. Pardon pour le zoom violent. Alors, ici, nous avons un Zikos. Pareil, qu'il n'y a pas grand chose à voir. Ou bien, je sais pas ce que c'est pas vraiment une lune, je ne crois pas. Ou bien je pourrais essayer une troisième. Est-ce que ça, je l'ai validé? Pas encore. Ça non plus. Ça, j'aurais pas validé. Bon, on va jouer le Zikos. Ou bien on va jouer ça, tiens. Hop, on va jouer ça, on va cocher là. Cocher là. Et ça, si ça c'est en français, hein, appelez-moi pour la com, hein, parce que il faut cocher là. Désolé, mais vous aurez jamais mieux. Incroyable. Donc, bah vous voyez ce que je disais là, le petit problème de... J'en reviens pas. De ça, c'est la même illus. Peut-être que ça sera pas le cas dans le truc final, peut-être que c'est comment on dit ça, des placeholders et tout. Je trouve les illus assez cool, alors pas toutes du même niveau, mais dans l'ensemble ça va. Mais vraiment, le fait qu'il y ait les mêmes, c'est trop bizarre, quoi. Écoutez, on va jouer encore ce que j'appelle la lune, même si c'est sans doute pas une lune. Tac. Ah, intéressant. Ou bien du piano. Ah ben on va faire le piano plutôt. Ça dégage. On va faire le piano ici. Ce qui me permet de faire ça. Ce qui me permet par exemple de faire ça. Faisons. Tac. Quoique non, je vais pas le faire là, je vais le faire là. Il va quand même falloir que j'aille scorer un moment ou un autre, hein, c'est très bien. Ah, bah voilà. Ben vous savez quoi, je vais... Alors là, le risque, c'est que si j'en prends une autre, ce que je vais faire... Voilà, là, je suis obligé de jouer ça, parce que j'ai deux membres du crew. Si j'avais eu 2 agendas, ça aurait été... j'aurais été obligé de jouer le membre du crew. Donc là, je suis obligé de défausser ces deux-là. Et de jouer ça. Donc ça, hop. Et donc là, comme on a joué 3 cartes, je vais jouer ici. Alors on peut valider un objectif, un seul. Je vais valider celui-là qui me permettra d'avoir 10 points. Ça en fait 1 sur 6, donc je le marque ici. Et j'aurais pas eu le droit, même si j'avais pu en valider 2. J'aurais pas eu le droit. On défausse celui qui est le plus à droite, ça dégage. Hop, il y en a 2 autres qui sont révélés. Alors, normalement, quand vous le zoomez, c'est un peu plus grand. Hein. Je sais pas pourquoi c'est pas le cas. Donc là, c'est encore les 5 à 7, mais de l'autre côté. Et ça, c'est valider les 4 coins. Là, par ailleurs, je gagne un truc d'agenda. Ça, c'est un truc qui est facile d'oublier, le petit bonus sur les objectifs, je trouve. Écoutez, on va prendre celui-là. Tac, on repart sur 2 cartes. Donc je peux prendre monsieur qui a des bons... c'est quoi? C'est de la bonne tune. Ou le chanteur. Est-ce qu'on prendrait pas le chanteur qui fait penser, je sais plus qui a dit ça, à Gallagher, il me semble. Je suis pas un assez bon connaisseur de Gallagher pour connaître sa tête, désolé. 4. Et par ailleurs, j'ai pas l'impression qu'il y ait plus que ça des références et tout, alors je passe juste peut-être à côté, hein. Mais si vous avez les refs, vous me dites. Ok, ensuite, alors là c'est agenda, je pourrais faire ça, pourquoi pas. Faisons ça. On va faire ça. Hop, donc ça me permet de cocher ici. Tac, elle a déjà dû être faite, mais voulez-vous cocher avec moi? Je ne m'en priverai pas. Donc ça, je peux faire un billet où je veux. Et ben on va faire le billet ici. Donc là, je peux maintenant placer mon petit bonhomme ici. On continue.
Alors, le chanteur, bah, je peux pas le jouer. Et elle, je pourrais le jouer, la jouer. Ou bien je pars sur les 3. Non, je vais quand même jouer Madame la violoniste. Tac. Tac. Bon, je fais pas... Ah non, je voulais pas la mettre de ce côté parce que là, ça fait pas d'harmonie. De toute façon, je ne ferai pas d'harmonie avec le chanteur. Mais tant pis. Donc, elle vaut 1 point. Et donc, en haut, c'est du violet. Là, c'est du jaune. Là, c'est du bleu. Et là, c'est du bleu. Et donc, tu vas de ce côté. Tac. Et on continue. Allons-y. Encore des icos. Bon, on va mettre celle qui vaut 4 ici. 4 points. Et en plus, il y a une petite harmonie avec celle d'au-dessus. Puisque là, c'est du bleu. Là, c'est du violet. Et là, par contre, pas d'harmonie puisque c'est rouge et rouge. Par contre, il y a une harmonie bleue. Laquelle va-t-on faire? Je ferai bien celle-ci. Tac, qui me permet de cocher donc ici. Donc je vais cocher là. Ce qui me permet de cocher un billet. On va cocher celui. On va cocher celui-là. Ce qui me permet aussi de cocher une harmonie ici. On va faire celle-ci qui me permet de cocher là. C'est là que vous voyez qu'on commence à avoir un peu des combos et des effets en cascade qui sont ce que moi j'aime bien en termes de sentiments dans les jeux du genre. On continue. Alors, je peux cocher ça, ça c'est bien. Ou ça. Écoutez, on va peut-être partir sur ça. J'en pioche une de plus. Alors là, je suis obligé de jouer ça, ça m'arrange pas. Ça m'arrange pas, j'espérais ne pas piocher ça. Parce que, comme j'ai 2 atouts, je suis obligé de jouer l'autre. Alors, est-ce que j'ai quelque chose que je peux faire d'intéressant? Ben, on va cocher ici. Ok. C'est pas ce que j'espérais le plus, mais bon. Parce que du coup, là, j'ai rien validé. Parce qu'il m'en manque 2 ici, là, il me manque plein. Et j'espérais pouvoir valider celui-là, en fait. Et ce n'est pas le cas. Donc, j'ai rien validé, malheureusement. Là, c'est avoir 3 membres de la production avec des valeurs impaires. Bah, c'est déjà mort. Je crois que... Ah non, c'est si tous les objectifs sont infaisables, on les défausse. En tout cas, en multi. Donc là, je suis allé un peu au week-end pour rien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire celui-là, qui va me permettre de cocher ici, qui va me permettre de faire un single, qui va me permettre de marquer des points à la fin. Continuons. Bon, la chanteuse, je peux pas. Elle, j'ai fait, ouais, je peux, mais putain, elle me arrange pas. Donc là, typiquement, je vais en prendre un 3e. Quand bien même, je pourrais pas valider quoi que ce soit, parce que celle-ci, je peux pas, et celle-ci, j'ai vraiment pas envie de la gâcher là, quoi, pour le coup. Donc, allons-y. On va faire ça. Bon, je suis un peu deck, parce que j'espérais quand même faire celui-là. Est-ce que j'arrive pas à valider un truc, là? Non, il n'y a rien qui me donne des assets. Dommage. Alors, on va faire ça, ça me donnera 5 points à la fin. C'est pas ouf, je suis un peu deg. J'espérais vraiment faire celle-ci, qui valait 12 points, mais tant pis pour moi. Donc là, il faut faire tout le tour. Ça vaut 18 points, mais bon, il faut faire tout le tour. Je suis pas encore. On continue. Pas une bonne partie pour l'instant, hein, je pense. Alors, monsieur, t'es nul. En plus, j'ai déjà ton jumeau ici. Et toi, je peux te jouer là. Ouais, on va jouer lui ici. Comme ça, il aura une harmonie avec celle d'en dessous. Du jaune, du rouge. Y arrivé. Et ici, du violet. Et ici, c'est donc 5 points. C'est pas mal. Hop. Il y a cette harmonie ici. Alors, une harmonie que je suis obligé de mettre là. Est-ce que c'est du jaune? J'hésite, je vais peut-être faire ça. Qui me permet de cocher ça, qui me permet d'aller ici. Ou en bas. Hein. J'aurai le choix entre les deux. Évidemment, on est obligé de suivre le parcours. Je peux quand même commencer à aller vers le bar si j'en ai envie. On continue. Alors, un G-son ou un gratteux. Le gratteux, je peux pas le mettre, c'est réglé. Et lui, par contre, je peux, mais bon, c'est pas merveilleux non plus.
Je vais en prendre une troisième, on va voir. Donc là j'ai le choix entre les trois, bah il n'y en a aucun qui m'arrange vraiment à vrai dire. Bon, celui-là vaut au moins 2 points, écoutez. C'est déjà ça. Quand on a les trois mêmes, évidemment on peut choisir ce qu'on veut parmi les trois. Donc bon, 2, du rouge, du jaune et du bleu. Ok, on continue. Ah non, bah non, est-ce que j'ai des objectifs? Je ne crois pas. Hein. Ça c'est dead. Ça je l'ai pas non plus. Hop, donc on défausse ça. Ça dégage. Alors ça c'est quoi? Avoir 5 harmonies ou plus avec notre chanteur. Bah, c'est un peu dead. Oui, parce qu'on peut avoir des harmonies en haut avec certains bonus. On peut aussi appeler... voilà, c'est l'hebdo. C'est le nom du groupe. Pas une grande réussite pour l'instant, en tout cas. Clairement pas. Alors, on a un Zikos que je peux pas placer. On a ça que je peux placer. Bon, on va placer ça. Tac. Je vais le mettre là. Ce qui me permet de débloquer un x2. Ce qui me permet, quand je place un personnage, de doubler sa valeur si je le veux. Piano ou concert. Enfin, ticket. On va jouer le piano. On va le jouer précisément ici, ce qui me permet d'avoir un billet, on va le mettre là. Et également une harmonie où je veux, on va la mettre là. Ce qui me permet d'avancer là, d'avoir un single, hop, voilà, on avance. Bon, par contre, c'est déjà bientôt la fin et c'est pas brillant. Oh là là. Bon, bah on va jouer celle-ci, la tout là. On va le mettre là, ce qui va me permettre de faire ça et ça. Donc on va commencer par avancer. Et je peux, parce que j'ai barré ça, ça me fera 5 points à la fin. Et également un single qui me permet de barrer, on va barrer ça. Hop. Chanteuse ou guitariste enfin, ou tambourine, tambourine man. Mrs. Tambourine Woman. Si je la mets, elle est un peu nulle. On va continuer. Et lui, je peux même pas le mettre. Ok. Bon, bah alors là, soit je coche un truc comme ça. Mais je vais quand même jouer elle. Enfin, je suis pas content de mon groupe. Hein. Pas vous mentir. Donc là, elle vaut 1 point. C'est vraiment pas beaucoup. Je peux parce que j'ai mis ça. Du violet, du bleu, du rouge et du violet. 0 harmonie, hein. Ils s'entendent pas bien. Hein. Et je peux donc valider un objectif, mais celui-là je peux pas, ça ben non plus, ça ben non plus, et ça non plus. C'est pas brillant, hein. Je vais faire un tout petit score. Donc ça c'est que des deux côtés il y en a 3 ou plus de cochers. Ok. Bah ça j'y suis pas loin. Il me reste juste ça. Bon, on va essayer de l'avoir celui-là quand même. Il vaut 10 points, c'est pas rien. Il me reste pas beaucoup de tours. Hein. Piano, ouais, je pourrais faire ça éventuellement. On va peut-être faire ça, ouais. Parce que ça... Alors ça, il faut que je les barre. J'aurai les 5 points à la fin. Ça, ouais, non, c'est pas ouf. Ouais, on va jouer le piano. Ici, ce qui va me... Mais on va piocher une carte quand même. Ok, ça va. Parce que je voulais pas... Ah, quoique, ouais, non. Je voulais pas choper un autre asset parce que je veux vraiment faire le piano. Donc le piano, ça me permet d'avoir un multiplicateur x3 qui fonctionne comme le x2 sauf que c'est x3 évidemment. Ça qui me permet d'aller là qui me fera 20 points et qui en plus me permet de faire ça qui me permet de mettre une couleur que je veux où je veux. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on ferait pas ça? Une fois de plus. Enfin, où je veux. Soit en bas, soit en haut. Alors, on va mettre du jaune ici, écoutez. Yes. Et on va mettre ça. Je vais essayer de faire les 10 points qui sont là. C'est pas dit que j'y arrive. Et donc, comme on a fait 3, je peux valider un objectif. Donc celui-là, il va dégager. Et le seul que je peux faire, c'est celui-là.
qui me rapporte 10 points quand même, ce qui est quand même pas mal. Et qui me rapporte $1, un billet que je vais mettre ici, ainsi que une harmonie que je vais mettre ici. Yes. Très bien, donc c'est mon deuxième objectif, je ferai pas les 6. Hein. Là j'ai quoi? J'ai avoir les 4, bon, ça je dois l'avoir, non? 1, ouais. Et ça, avoir les 3 comme ça. Est-ce que j'ai les 3? J'en ai 1, 2, ouais, il me manque plus qu'un, c'est jouable. C'est jouable si je le fais à ce tour-ci, quoi, parce que c'est mon dernier tour. Je crois que c'est mort. Elle, est-ce qu'elle pourrait être intéressante? Ouais. Bon, écoutez, je vais piocher la dernière de toute façon, parce que sinon je pourrais pas jouer. Et alors, maintenant on va essayer de... Ah, mais si je fais ça, je suis obligé de jouer ça. Bon, c'est pas très bien joué de ma part, parce que sinon j'aurais joué de la petite batteuse. Mais tant pis. Donc le portable, on va le mettre là, je présume. Ça change quoi? Non, je vais le mettre là. Ce qui me permet d'avoir ça. Voilà. Et c'est la fin de partie. Aïe, 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 aïe. Ça va pas être brillant. Est-ce que j'ai validé un objectif? Non. Si, j'ai validé celui-là, tiens, quand même. C'est quand même pas mal. Ah, mais attends, alors du coup, je vais peut-être pas faire celui-là. Je vais peut-être plutôt faire ça pour avancer là quand même. Donc là, je valide ça. Parce que j'ai bien les 4, ce qui me fait 6 points. Bon, moi, j'aurais pas de points négatifs, mais bon. Ça me permet d'avancer là, donc de faire ça, ce qui me permet de faire ça et de gagner 10 points. On va faire comme ça. Voilà, fin de partie. Alors, maintenant, on va calculer tout ça. Après, j'ai même pas fait j'ai même pas utilisé mes bonus. C'est vraiment misérable. Donc, ça, c'est 0. J'ai pas de points négatifs, c'est déjà bien. Ça, j'ai 4 x 3, ça me fait 12. Ça, j'ai 25, parce que j'ai rempli le 20 et le 5. Ici, j'ai 20, puisque j'ai réussi à en nettoyer 4. Côté harmonie, j'ai 10, puisque j'ai une colonne complète. Ensuite, ici, j'ai 26, 10 plus 6. Et ici, j'ai 4, 5, 6, et 5, 11, 11 et 3, 14, 18, 22, 24. C'est pas beaucoup. Hein. C'est pas beaucoup. Ce qui nous fait un total de 24 et 26, ça fait 50, 60, 80, 105, 105 et 12, ça nous fait 117. 217. Et voilà, c'est pas fou. Hein. C'est pas nul, mais c'est pas fou. Voilà, donc c'est Draft and Write Records, en tout cas le mode solo. Hein, je rappelle que quand on joue à plusieurs, il y a effectivement du draft, d'où le nom du jeu. Ça permet de... C'est assez rigolo, même si, franchement, enfin... Il y a un petit peu de contre-draft, notamment au niveau des membres du groupe. Tu vois, si tu vois que vraiment il y en a un qui va maximiser les harmonies, tu vas pas trop les laisser. Ça reste assez léger. Il y a un peu de compétition là-dessus. C'est pas, comme dit, c'est pas un jeu mémorable, mais c'est un jeu que j'aime bien en termes de... sa thématique, je trouve qu'elle est plutôt cool. Après, c'est des sentiments très classiques dans les trucs and write, hein, de cascade et de petits combos. Mais c'est quelque chose que j'aime assez. Je trouve que tous les petits trucs un peu sont bien thématisés. J'aime bien le fait qu'on fasse notre groupe, même si j'ai émis donc la limite des cartes qui sont les mêmes. C'est un peu dommage. Encore une fois, c'est peut-être que c'est des placeholders, faudra voir à la sortie finale. J'aime bien aussi l'idée de l'harmonie, même si on oublie rapidement sa thématique pour partir vers de la mécanique. Hein. Mais son idée thématique est rigolote. En tout cas, voilà, c'était Draft and Write Records, qui était un moment KS un peu... Enfin, moi, je vous conseillerais d'y jouer plutôt. Il est aussi sur Tabletopia pour information. Qui est en plus une version qui est pas trop mal faite non plus. Hein. Pour le coup, je râle souvent sur Tabletopia comparé à Tabletop. La version de Tabletopia est pas dégueu. Parce que sinon, je crois que c'est genre... Enfin, il y a une version qui est à 40 balles, je crois, et une autre qui est à 70 balles. Pour ce qui reste, entre guillemets, un bête flip and write. Et je crois que ça, c'est des feuilles, si je dis pas de conneries. Je sais plus. Je vais vous lire ça. Ouais, c'est ça, c'est des feuilles, donc c'est même pas plastifié et tout, c'est un peu con, mais bon. Et ah oui, il y a des crayons de couleur, haha, comme dans Next Station, c'est la nouvelle mode. Bon, voilà, hein. Il y a des crayons de couleur. D'où sûrement les 70 balles. Bon, les 70 balles, c'est la version de luxe, hein, j'exagère un petit peu, mais je sais que je suis jamais trop client de ça.
Je vous propose que, maintenant qu'on a joué à Draft and Write Records, nous passions donc à la conclusion. Et donc voilà, c'est la fin de l'hebdo jeu de société de la semaine. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas dans les commentaires à revenir sur certaines des actus ou sur des parties que vous avez fait vous cette semaine, ce que vous avez pensé de Draft and Write Records. Quel est votre groupe de rock préféré? Quel était votre premier concert? Moi, le premier concert dont j'ai souvenir, c'est Roméo et Juliette. C'est vous dire. Par contre, le premier concert auquel je me suis rendu seul, c'était Blind Guardian en 2006. J'avais 17 ans. Il me semble en tout. Enfin, 2006, c'est sûr que j'avais 17 ans. Mais après, est-ce que j'étais allé. Je crois. Non, c'est après, en dehors des trucs de la fête de la musique ou quoi, mais voilà. En tout cas, passez une bonne fin de journée sur Twitch. Salut, merci aux personnes qui sont passées dans le chat. Sur YouTube, je vous salue également. Comme dit, il y a tout ce qui est disponible du côté du Seigneur des Plateaux, où il y a toutes les vidéos. Portez-vous bien. Et normalement, la semaine prochaine, on va pouvoir streamer. Pas sûr que ce soit à 12h30, peut-être un peu plus tard, mais on se tient au jus. Vous suivez tout ça sur les réseaux. Allez, ciao. Tu comprends? Les vrais clients ont changé. Et qu'on s'en aperçoit à peine, sauf les gens, sauf bien sûr, vous êtes au courant, mais les clients ont changé, je veux dire. Les clients de la télévision, c'est qui? C'est plus les auditeurs. Les clients de la télévision, c'est les annonceurs. C'est eux les vrais clients. Les annonceurs, c'est les vrais clients, il n'y a plus de... Et alors, je disais dans l'édition, il y a un risque, c'est que les vrais clients des éditeurs, ce ne soient pas les lecteurs potentiels, ce soient les distributeurs. Quand les distributeurs seront vraiment les clients des éditeurs, qu'est-ce qui se passera? Ce qui intéresse les distributeurs, c'est la rotation rapide. La rotation rapide, ça veut dire les trucs des grands marchés, à rotation rapide, régime du best-seller, etc. C'est-à-dire que toute littérature, si j'ose dire à la Beckett, toute littérature créatrice sera écrasée par nature.